Alors, on attend encore 30 secondes. Bonjour. Bonjour. On va vous demander de couper votre micro. Oui, voilà, c'est fait. Formidable. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, des réactions, à poser, n'hésitez pas à utiliser le chat, qui permettra de réguler plus facilement les échanges. J'espère que… Est-ce que vous voyez bien la Vélotipie qui s'affiche? Impeccable pour moi. Formidable. Alors, je vais juste prendre la parole en fait pour dire que vous pouvez aussi épingler la petite vignette qui s'appelle Retour vidéo. Ça vous permettra d'avoir voilà, une fenêtre plus agréable à lire. Donc, elle s'appelle Retour vidéo. Je crois qu'il y a une instruction qui vient d'être mise sur la fenêtre du chat. Voilà. Donc, vous pouvez épingler cette vignette qui va du coup ressortir en priorité. Oui. Bon, ben, on va démarrer. J'espère que tout le monde m'entend bien. Juste pour vous expliquer un peu comment va se dérouler cette réunion plénière. Du coup, nous allons présenter à l'actualité de Coactis Santé les grandes avancées depuis la dernière plénière, les 6 derniers mois. Et puis, on donnera la parole à 3 intervenants qui vont nous parler de l'expérience patient et en quoi ça améliore la relation patient-soignant. Donc, Alexandre Berkès, Sabine Dutheil et Laure Poissavera. Vous aurez la possibilité d'intervenir et de réagir au fil de l'eau avec le chat et de poser des questions à nos intervenants. Je vais laisser la parole à Pauline Dorgeval, présidente et cofondatrice de l'association Coactis Santé. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle plénière de l'association Coactis Santé, consacrée du coup à l'expérience patient au service de la relation soignant-patient. Oui. Soigné. Je ne sais pas, oui, voilà, peut-être pour couper les… Donc, il y a un an, pour ceux qui étaient présents, vous en souvenez sans doute, on avait organisé une plénière sur le savoir expérientiel et ça nous a vraiment poussé à creuser le sujet de l'expérience patient. On est allé à la rencontre de plusieurs acteurs sur ce sujet encore méconnu mais passionnant. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir des personnalités qui sont à la pointe de l'expérience patient. Et donc, merci encore Alexandre Berkès, à Sabine Dutheil et à Laure Poissavera d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui et de nous faire monter collectivement en compétences. Voilà, on peut dire aussi que les outils, enfin on l'espère en tout cas, que les outils Santé BD et HandiConnect, co-créés avec un grand nombre d'entre vous, sont au service de cette expérience patient. Pour conclure cette brève introduction, moi je souhaiterais en tant que présidente de l'association remercier encore une fois la présence à nos côtés de nos partenaires, sans qui Santé BD et HandiConnect n'auraient pu voir le jour et encore moins être diffusés. Donc merci aux ARS qui nous soutiennent, à la CNSA, à Santé publique France, à la Fondation Handicap Malakoff, Médéric. Et je suis heureuse aujourd'hui de vous annoncer 2 nouveaux partenariats, et pas des moindres, et en plus des partenariats dans la durée, ce qui est important pour nous, qui vont pouvoir nous aider à la fois sur la diffusion, mais aussi sur la co-création de nouvelles thématiques. Je parle donc de la MNH, dans le cadre de leur grande cause nationale,
Et je parle aussi de l'assurance maladie, donc un moindre partenaire. Et je vais passer la parole à Bertrand Picard, qui souhaite dire quelques mots. Bertrand. Oui, Bertrand, bonjour encore là. à tous. Si. Ah. Bonjour à tous. Je vous laisse la parole alors. Juste, vous m'entendez bien? Allô? Oui. Oui. Juste pour vous dire que effectivement l'assurance maladie, dans la période qu'on connaît, a pris conscience encore plus des problématiques d'accès aux droits, aux soins et à la santé en général, et plus particulièrement vis-à-vis des publics et des populations en difficulté et fragiles, notamment les personnes vivant avec un handicap. C'est vrai qu'on a depuis 2-3 ans développé une stratégie fondée à la fois sur l'aller vers et sur l'accompagnement attentionné, qui se fonde sur 3 principes d'action. Et le premier, vous allez comprendre pourquoi on est là, c'était de développer et de renforcer nos partenariats. Donc, on a comme ça développé le partenariat avec Coactis Santé, mais aussi avec d'autres, avec APF France Handicap, avec en didactique, et on reprend l'outil Handifaction au sein de l'assurance maladie pour en faire un outil de routine. Et aussi, on travaille avec la CNSA dans un groupe de travail pour une convention type entre CEPAM et MDPH. Donc, tout ça pour dire que dans notre esprit, c'est vraiment de pouvoir faire ce qu'on faisait déjà bien sans doute avant, de le faire encore mieux ensemble. Donc, c'est l'idée du partenariat avec Coactis, c'est comme l'a dit la présidente, autant pour peut-être renforcer les outils et aussi pour développer d'autres thématiques et co-construire des thématiques nouvelles. Et puis le deuxième principe, c'est de développer une culture du handicap au sein de l'assurance maladie, où elle fait souvent défaut. Donc là aussi, on a besoin de Coactis, on a besoin de nos partenaires. Et puis enfin, de travailler à modéliser les actions sur le terrain qui marchent bien, et il y en a, et donc de travailler à les modéliser et à les déployer sur l'ensemble du territoire. Voilà ce que je voulais dire rapidement, puisque ce n'est pas vraiment le sujet de la plénière aujourd'hui. Merci. Un immense merci en tout cas encore pour ce partenariat qui est important pour vous, merci de le souligner, et puis évidemment pour nous et puis pour tout l'écosystème de Coactis Santé. Voilà, et je profite aussi de ce moment pour remercier toute l'équipe de Coactis Santé qui fait un travail formidable au quotidien pour que Santé BD et HandiConnect soient toujours plus au service des personnes vivant avec un handicap et par extension, franchement, à toute la population qui en a besoin. Donc voilà, un grand merci au nom de vous tous pour tout le travail que vous faites. Et je passe la parole à Odile. Alors, bonjour à tous. Bonjour, je vois qu'il y a une personne en salle d'attente, je vais ouvrir la porte. Voilà. Donc, je vais prendre la suite de Pauline et avec Anne-Charlotte Dambre, on va dérouler dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire dans les 15 prochaines minutes, les actualités de l'association Coactis Santé avant d'aller dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui sur l'expérience patient. Un petit arrêt sur la gouvernance de l'association Coactis Santé. L'association s'appuie sur un comité scientifique, éthique et pédagogique. Et on voulait vous informer des dernières décisions de ce comité qui est coprésidé par Pascal Jacob et Philippe de Normandie, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, malheureusement. Dans ce comité, un certain nombre de décisions ont pu être prises. Je voulais en mettre 2 en avant, celle d'une ouverture du comité d'apporter un regard éthique dans nos travaux sous des formes différentes. Tout est à construire et on a le plaisir d'accueillir donc dans notre comité Jean-Philippe Cobot, qui est directeur du Centre d'éthique médicale à l'Université catholique de Lille. Donc ça, c'est une première nouvelle pour nous, une très bonne nouvelle. Donc il a pas pu venir aujourd'hui, c'était trop juste, mais on espère qu'il sera là à la prochaine plénière. Et puis l'accord le consensus pour lancer une évaluation
2 évaluations d'impact des outils dans les prochains 18 à 24 mois. Donc ça, pour nous, c'est assez structurant puisqu'on va mettre en place un certain nombre d'actions pour permettre cette évaluation. Le prochain comité a lieu au mois de janvier. Dans ce comité se trouvent aussi des représentants de chacun des groupes de travail, puisque peut-être qu'il faut aussi, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, enfin qui ne connaissent pas très bien Coactis Santé, notre méthodologie de travail elle est basée sur de la co-construction et des groupes de travail qui vont réunir à la fois des experts, des professionnels de santé, des professionnels dans le monde sanitaire, médico-social, des patients, évidemment, et des aidants qui vont être partie prenante dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Voilà, une autre aussi, un temps d'arrêt pour vous informer notre participation à des groupes de travail qui ont été mis en place par le ministère de la Santé et des Solidarités. Donc, le premier, c'est un groupe de travail qui s'est lancé en janvier dernier autour de l'accessibilité de la télémédecine. Donc, c'est des groupes de travail, dans les 2 cas, des groupes de travail qui sont issus des annonces du Ségur et qui ont été à l'initiative aussi du comité interministériel du handicap, souvent à la demande des associations de patients, hein, il faut quand même le relever. Et donc, dans ces groupes de travail se retrouvent justement ces associations, ces têtes de réseau, mais aussi des institutions hein, comme la CNSA, par exemple, les agences régionales de santé et d'autres acteurs comme des sociétés savantes. Donc, un groupe sur l'accessibilité de la télémédecine et un autre qui sera, lui, permanent sur l'accès à l'information en santé des personnes en situation de handicap. Là encore, l'idée, c'est de faire un état de lieu de l'ensemble des besoins en information accessible sur la santé pour les personnes en situation de handicap, mais aussi tous les outils qui vont permettre de faciliter cet accès du côté des professionnels de santé, avec un levier côté formation. Donc, Coactis fait partie de ces 2 groupes de travail et nous vous tiendrons au courant des différentes étapes de ces groupes de travail qui sont lancés plus récemment, en tout cas pour celui de l'accès à l'information. Et bien sûr, nous sommes membres du comité, enfin bien sûr, pardonnez-moi, et nous sommes membres de la commission santé du CNCPH. Là encore, différents sujets sont abordés. Ça va vraiment dans tous les champs, puisqu'il y a une commission santé qui s'appelle d'ailleurs Bientraitance et promotion de bienveillance, pardon, et un certain nombre de sujets sont en route. Là encore, on reviendra quand il y aura des décisions ou des choses importantes. Eh bien, je vais laisser la parole à Anne-Charlotte. Alors, l'actualité de Coactis Santé, c'est aussi l'expérimentation qu'on est en train de mener en région Grand Est, grâce au soutien de l'ARS Grand Est, qui nous a permis de recruter 2 chefs de projet régional qui nous permettent de promouvoir nos outils au plus près des territoires, dans les différents départements, il y en a 10 en région Grand Est, pour faire connaître nos outils, être à l'écoute des besoins, tester leur impact et puis participer à des groupes à l'échelle donc de la région. Donc, nous avons eu la chance d'accueillir dans l'équipe Laure Couty et Laura Cogliatti qui font un tandem. Ils ne sont pas de trop pour pouvoir vraiment rencontrer tous ces acteurs. Elles sont aussi elles travaillent en collaboration aussi avec Bénédicte Gendreau, qui est notre médecin conseil, qui est basé également en région Grand Est, ce qui permet vraiment d'aller rencontrer à la fois les têtes de réseau par département, donc à la fois les MDPH, les CHU des GHT, les délégations territoriales de l'ARS, les conseils départementaux, différentes associations de patients. Donc, il y a une méthodologie en fait d'approche des têtes de réseau, mais également dans chacun des départements, l'idée c'est d'être à la rencontre des acteurs qui jalonnent en fait la vie des personnes en situation de handicap, à la fois leur parcours médical et paramédical, leur parcours dans l'éducation, la vie professionnelle, et puis dans la vie au quotidien, pour pouvoir en fait pouvoir rencontrer, faire connaître les outils et puis
avoir en fait une action la plus utile possible. Bien sûr, elle participe aussi à tous les événements majeurs de la région, à la fois des événements dans le domaine du handicap et dans le domaine de la santé. Donc pour nous, c'est effectivement, ça fait longtemps qu'on voulait se lancer dans un déploiement régional. On se rend compte de l'utilité d'avoir des acteurs sur le terrain pour pouvoir pousser nos outils. Et on souhaiterait vraiment en fait avoir ce déploiement dans d'autres régions. On n'a pas attendu en tout cas d'avoir des personnes sur le terrain pour pouvoir avoir des actions sur les différentes régions. Et d'ailleurs, dans le trimestre qui vient, avec la reprise de nombreux événements, en fait, on se rend compte qu'on a quand même un rayonnement, on va avoir un rayonnement sur de nombreuses régions. Là, on a listé quelques-uns de la trentaine d'événements dans lesquels on va participer d'ici décembre 2021, à la fois du coup des événements très à destination des professionnels de santé ou à destination du grand public, avec des associations et toujours de toute façon en partenariat. Donc, autant que possible, nous essayons de prendre la parole pour pouvoir avoir des échanges avec les participants de ces salons, mais sinon, ce sont des stands. Et demain, nous participerons, par exemple, à l'Université de la e-santé à Castres, où Coacti Santé est parrain des premiers trophées de la e-santé en catégorie handicap. C'est pour nous une façon aussi de sensibiliser le plus grand nombre aux difficultés d'accès à la santé et aux solutions qui sont mises en place. Pour entrer plus précisément sinon sur les outils qu'on développe, alors pour Santé BD, l'actualité c'est vraiment qu'on se déploie de plus en plus à travers plein de formats. Bien sûr les bandes dessinées qu'on rend le plus accessible possible, avec notamment on rend nos PDF accessibles aux personnes avec une déficience visuelle, et là on est en train de mettre en place un partenariat avec la Fédération des aveugles de France. Mais également des formats courts sous format de poster qui permet de répondre aussi aux difficultés de diffusion et puis qui permet un affichage très rapide. Le développement de vidéos avec voix off et traduction en langue des signes française, et bien sûr toute notre banque d'images avec des dessins, et on se rend compte que les dessins permettent de contribuer à beaucoup de projets dans la communication sur la santé, qui vont bien au-delà des activités de Coactis. Alors, je ne vais pas lister l'ensemble des productions récentes, mais mentionner qu'on travaille de plus en plus quand même sur des sujets de prévention santé. Et puis également, mais ne pas délaisser, on ne délaisse pas non plus tout ce qui concerne les consultations et les soins. Il y a encore beaucoup de demandes qui émanent de la part de nos utilisateurs et des associations avec lesquelles on travaille. Donc, on a tout un travail voilà, on a une dizaine de thèmes en cours. Et je voudrais juste aussi mentionner le partenariat qui est en train de se mettre en place avec l'Institut national du cancer, qui nous permet de retravailler nos bandes dessinées de prévention cancer, qui va nous permettre également de créer de nouvelles bandes dessinées à la fois dans le dépistage et dans le traitement des cancers. Donc, on est ravis de ce nouveau partenariat qui se met en place. Voilà, et puis tout un tas nous aurons un certain nombre de thèmes qui sont en attente. Je vais passer la parole à Odile qui va nous parler de sujet HandiConnect. Je crois que l'écran, il y a un petit. Alors pour HandiConnect, le rythme de production est soutenu également. On a beaucoup travaillé avec des approches par handicap au départ. Donc ça a été à l'origine des premiers groupes de travail. HandiConnect était là pour aborder les fondements et les points de vigilance autour de tel ou tel handicap, à commencer par le polyhandicap, la déficience intellectuelle. On a déroulé ainsi de suite. Le dernier en date a travaillé sur la paralysie cérébrale. Et maintenant, on est plus sur des approches thématiques où on va plutôt aborder des difficultés
pour bien entendu proposer une aide, des leviers pour diminuer ces difficultés, ces obstacles. Donc, par exemple, on a abordé la douleur, le repérage pour les personnes qui sont dyscommunicantes, la dénutrition, son repérage et puis évidemment sa prévention. On va aussi sur des thématiques comme le repérage des violences, mais toujours dans l'esprit de nous adresser au public en situation de handicap, enfin, nous adresser aux professionnels de santé, mais qui accueillent des personnes en situation de handicap. Donc toujours avec cette spécificité et cet angle de vue handicap. Également un certain nombre de fiches autour de la protection juridique, de la notion de consentement, de l'autorisation ou non des soins par une personne sous tutelle, enfin des sujets très transverses, mais qui sont arrivés chez nous par le biais de questionnements qui nous sont remontés régulièrement par les professionnels de santé sur leur lieu d'activité. Voilà, et des thématiques, on va continuer ainsi à dérouler le fil. Cette présentation, vous l'aurez, donc les thématiques transverses vont continuer, comme on va aller sur l'adhésion aux soins, l'habituation aux soins, sur le parcours de soins, le parcours de vie, on va travailler cette thématique, tout en aussi abordant des handicaps qui sont moins connus, comme la surdicécité, ou des particularités comme l'épilepsie rare, qui peut être un vrai obstacle d'accès aux soins pour certaines personnes quand elle est non stabilisée. Le vieillissement de la personne en situation de handicap aussi, c'est un thème qui nous tient à cœur, donc on espère pouvoir l'aborder l'année prochaine. Voilà, je crois qu'on est dans les temps. On va donc maintenant laisser la parole à Fanny Bernardon, qui va mener la suite de notre réunion et les différents entretiens qui vont suivre. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Bernardon, je suis chargée de communication pour l'association Coactive Santé et je suis heureuse aujourd'hui d'être animatrice, modératrice pour la suite de cette réunion plénière. Et justement, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, le thème de notre plénière qui est donc l'expérience patient au service de la relation soignant-soigné. J'aimerais avant tout vous partager la définition du Beryl Institute qui est souvent reprise. L'expérience patient, c'est l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou son entourage au cours de son parcours de santé. Ces interactions sont façonnées à la fois par l'organisation de ce parcours, mais aussi par l'histoire de vie de la personne concernée. Alors, le sujet de l'expérience patient, nous avons choisi de le creuser aujourd'hui, car si Coactive Santé œuvre en faveur de l'accès aux soins pour tous, cela implique aussi de s'engager en faveur de l'amélioration de la qualité des soins. Et pour ce faire, nous avons rassemblé 3 intervenants de grande qualité, patients, anciens patients ou non, dans tous les cas 3 experts de terrain autour de l'expérience patient. Pour préparer cette plénière, on vous le disait tout à l'heure, nous nous sommes également entretenus avec d'autres experts que nous voulons aussi remercier pour leur temps. Ama Kouevi de l'Institut de l'expérience patient, Annick Martinez, représentante APF en Nouvelle-Aquitaine, Mélanie Nolo, chef de projet promotion santé APF France Handicap, et enfin Siam Saba de l'Université des patients. Alors, au-delà des définitions, patient partenaire, patient expert, père aidant, père accompagnant, patient formateur, patient traceur, et nous aurons besoin de ces définitions, mais au-delà de ces définitions, il s'agira de comprendre concrètement ce que c'est d'être patient partenaire, en quoi est-ce utile, voire essentiel dans le parcours de soins, mais aussi quelle est la dynamique des institutions autour de ce sujet, comment les soignants se positionnent. Bref, nous avons peu de temps, alors je passe tout de suite la parole à Alexandre Berkès. Alexandre est chargé de mission expérience et partenariat patient aux Hospices civils de Lyon et au CAPS Bretagne, où il accompagne des équipes de professionnels de santé à travailler en partenariat avec les personnes concernées. Il est engagé à cette mission depuis plus de 12 ans, dont 10 ans à Montréal. Il est également professeur à l'École des hautes études en santé publique, où il enseigne sur les thématiques de la démocratie en santé, du recueil et de l'intégration de l'expérience patient, ainsi que du développement de la pensée critique en management. Alexandre, je vous laisse partager votre écran et vous lancer. Et une dernière chose, donc à l'issue de cette présentation d'une vingtaine de minutes, vous pourrez bien sûr, vous aussi participants, poser vos questions, de préférence par le chat, je les retransmettrai, ou bien en prenant la parole.
Merci beaucoup. J'ai juste besoin d'abord, voilà, vous ne partagez plus. Il y a un partage d'écran actuellement en cours. Voilà, nickel. Merci beaucoup. Je vais de ce fait-là pouvoir le faire. Et juste me confirmer si vous voyez, est-ce que vous voyez correctement les diapositives? Est-ce qu'on les voit? Je peux avoir un... Oui, on les voit très bien. Parfait, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, de toute façon, ça va être une introduction aujourd'hui. Hein. C'est un sujet, vous le savez bien, qui est relativement complexe. Donc, on va essayer de tracer quelques lignes, de donner quelques définitions et surtout de se poser des questions ensemble. Et on aura du temps dans la période de questions, mais surtout, on pourra vous partager quelques ressources complémentaires pour creuser ça. Alors, je vous donne d'abord un petit peu mon prisme. Fanny l'a déjà un petit peu introduit, mais de ce fait-là, j'ai accompagné moi, en fait, de la médiation entre les personnes concernées, entre les patients, des aidants, des personnes en situation de handicap et le système de la santé. On voit qu'on rencontre tous les jours des personnes extrêmement pertinentes, qui ont des idées d'amélioration de la manière dont on organise les soins ou les services de santé. Et des fois, ces personnes, du fait des inégalités épistémiques, c'est-à-dire de difficultés à faire reconnaître la pertinence de la savoir ou la manière dont l'exprime, ce n'est pas considéré comme crédible ou légitime de la part des acteurs du système de santé, on a du mal à d'intégrer ces pistes d'amélioration et ces réflexions pour ajuster les pratiques du système de santé au quotidien. De ce fait-là, moi, j'ai fait pendant une dizaine d'années à Montréal ce rôle de médiateur entre les deux, dans les facultés de médecine, dans des instituts de formation en sciences infirmières, mais aussi de ce fait-là dans le milieu hospitalier ou dans l'équivalent de ce qu'on appelle en France des EHPAD. Mais donc, je suis de retour en France depuis 2 ans et je fais le même travail, donc soit aux Hospices civils de Lyon, 2 jours par semaine, où là, on rencontre des équipes de soins au niveau hospitalier qui viennent nous voir et qui disent j'aimerais développer la pratique de la pérédance dans mes équipes, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui ont une expérience significative de la vie avec la maladie, par exemple avec de la sclérose en plaques, et qui puissent accompagner leurs pairs qui, eux, sont en début de parcours, au milieu de parcours, qui ont des difficultés particulières, et puis qui puissent mobiliser leur propre expérience pour accompagner autrui, chose que nous, en tant que professionnels, on ne peut pas faire nécessairement. Et la même chose au Cap-Bretagne, où là, on est sur une structure régionale d'appui, donc vous en avez dans chacune de vos régions, et ce qu'on appelle une SRA, ça dépend de l'ARS, et c'est un groupe de professionnels qui accompagne les établissements, les professionnels de santé à déployer ce type de pratique, que ce soit du point de vue de la qualité, hein, les retours d'expérience, les patients traceurs qu'on va voir, mais aussi le développement des pratiques de partenariat, par exemple dans la formation continue ou initiale des professionnels de santé. Et je vous donne juste le dernier prisme avec lequel... Vous voyez, c'est un prisme assez sanitaire aussi, mon expérience principalement. Donc, il va falloir qu'on fasse des points ensemble, qu'on se pose des questions, qu'on voit les limites, qu'on voit les œillères de ce que je vais vous présenter et qui ne correspond pas systématiquement au contexte médico-social ou social. Ça, c'est mon prisme plus universitaire, où vous allez voir des logiques de sciences politiques sur les questionnements de la délégation du pouvoir, c'est-à-dire de dire, cette logique-là, c'est de dire comment on peut, en intégrant l'expérience patient, un petit peu servir de contrepoids à la centralisation de la prise de décision dans le système de santé. C'est-à-dire au-delà de la façon d'améliorer les soins, à quel point ça permet aussi de démocratiser ce qu'on fait de nos ressources publiques, notamment de soins et de services de santé. Donc, ça, c'était une campagne de pub qui a été faite à l'Université de Montréal en 2010, où on disait tout simplement « avoir son mot à dire, c'est bon pour la santé ». Peu importe comment c'est dit, le simple fait que déjà de l'exprimer, c'est un acte d'expression, d'encapacitation, et que ce qu'on peut faire après, c'est travailler la manière de l'exprimer, la manière de l'intégrer, etc. Mais que déjà, on valorise ce mot-là, alors qu'il y a une culture actuellement, comme en France également, où le fait d'exprimer un désaccord, une insatisfaction, de pointer un comportement inadéquat, par essence, est problématique et génère de la tension. Donc là, c'est-à-dire déjà revalorisons cette expression-là et créons les conditions dans lesquelles cette expression peut se faire de manière constructive et bienveillante pour qu'on puisse en faire quelque chose qui sera entendable par les acteurs du système de santé. Donc, je ne reviens pas sur la définition parce que Fanny l'a donnée en introduction. Par contre, je peux vous faire un petit complément qui me paraît important, qui est de dire, et que je rajoute souvent, c'est de dire cette expérience patient, l'expérience qu'on va vivre dans une trajectoire de soins en particulier ou un moment en particulier, va influencer la manière dont on va penser et agir dans le reste de notre vie et en particulier de notre parcours de soins. Si vous arrivez aux urgences ou si vous arrivez voir votre médecin généraliste, que vous avez des inquiétudes, des préoccupations et qu'on les considère tout de suite comme non légitimes ou non crédibles ou qu'on ne vous reconnaît pas dans la pertinence de votre décision de soins, d'être venu, d'avoir consulté, d'avoir sollicité un professionnel de santé ou d'avoir pris des décisions qui sont considérées
par cet acteur de santé comme étant pas adéquate, ça va influencer votre confiance en vous, votre confiance à écouter votre expérience, à écouter vos inquiétudes, vos doutes. Et que de ce fait-là, ce qu'on peut aller voir, c'est comment on fait en tant que professionnel de santé pour faire en sorte que chaque interaction avec une personne concernée soit l'occasion de diminuer sa dépendance formelle au système de santé, aux acteurs de santé. Comment faire en sorte que chaque interaction d'une personne avec le système de santé ou un acteur de santé soit le moyen de prendre confiance en sa capacité à prendre soin de lui et d'accompagner autrui. Et après, il faut donner, évidemment, on verra les moyens associés. Mais que déjà, fondamentalement, il y a quelque chose qui joue dans cette expérience-là. Donc, pour être concret, parce que la définition du Berry Institute ou de l'Institut français de l'expérience patient, elle est plus générique, mais volontairement, on parle des moments de suivi, d'examen, d'attente, mais aussi de dialogue et d'écoute, très formel ou informel, dans un couloir, avec un autre patient, avec la personne à la sécurité ou à l'accueil dans notre hôpital ou dans un autre type d'établissement. Les informations qu'on a reçues ou qu'on n'a pas reçues, on va voir que ne pas recevoir certaines informations importantes va forcément influencer de manière, en tout cas significative, notre expérience de soins ou globalement d'accompagnement. Mais aussi des choses plus subtiles qu'on ne met pas régulièrement dans les questionnaires de satisfaction, mais comme les couleurs, les odeurs, les formes, les contrastes, le fait d'avoir froid dans une salle d'attente, il y a des études intéressantes qui le montrent, conditionne la manière dont on va être et se sentir et donc interagir avec le professionnel de santé qu'on va rencontrer après. Je passe rapidement sur les autres points. Je vous donne ici juste des exemples de ce à quoi, dans des formulaires très systématiques qu'on donne d'évaluation de l'expérience patient, on va regarder des dimensions comme le respect des valeurs ou des préférences des personnes, la manière dont on a coordonné les soins, la manière dont on a informé et communiqué avec la personne, quel a été son confort physique, et puis on peut dire psychique également, le soutien émotionnel qu'il a reçu pendant sa trajectoire de soins ou de service, et l'implication des familles et des proches, à quel point ils ont eu une place, à quel point ils ont été actifs, à quel point ils ont été sollicités, etc. Donc ça, c'est pour vous montrer concrètement à quoi on fait référence quand on parle d'expérience patientielle. Tous ces moments-là, les moments qui sont avant, pendant, après, ce qu'on nous a dit et qui a influencé la manière dont on a fait l'expérience. Donc par exemple, je peux très bien avoir objectivement, avec les méthodes actuelles, un parcours qui s'est cliniquement très bien passé, objectivement, mais que la personne en a une expérience négative. Parce que la manière, à ce moment-là de sa vie, se passait autre chose, il y a des choses qui l'ont insécurisée parce que ça faisait écho à d'autres préoccupations qu'elle avait lues sur Internet ou qu'elle a déjà eues dans son parcours de soins. Et inversement, des fois, il y a des trucs qui ne se passent pas très bien objectivement en termes de pratique professionnelle, mais l'expérience est positive parce que la personne a été écoutée, parce qu'elle a bien pris conscience que les personnes faisaient du mieux qu'elles pouvaient, etc. Donc, on va voir que l'expérience patient n'est pas toujours corrélée avec ce qui se passe objectivement et qu'aujourd'hui, le système de santé, en tout cas, privilégie une évaluation surtout de ce qui est perçu. Parce qu'on va voir que notamment, il y a des liens avec l'expérience clinique, les résultats cliniques. Une expérience positive de soins est corrélée à des impacts cliniques positifs, sans changer les pratiques en tant que telles. C'est-à-dire à pratique égale, à pratique professionnelle de même qualité, une expérience positive influence les résultats cliniques de manière positive. Raison pour laquelle on s'intéresse à ce sujet. Donc, si je vous donne deux illustrations concrètes qui ont été partagées dans le dernier document produit par l'Institut français de l'expérience patient et France Asso Santé, donc le collectif d'associations santé français, un des plus importants en tout cas. On lit ici, j'ai mon écran qui est au milieu, je ne les vois pas entièrement, mais j'ai pris par exemple mes dispositions pour arriver. Attendez, juste, hop, on va en arrière. Je n'ai pas accès à mes slides là-dessus. Hop, ça ne veut pas revenir en arrière. Ah bah tiens, c'est pas mal ça. Alors, voilà. J'ai pris mes dispositions pour arriver 30 minutes en avance à ma consultation parce que je ne voulais pas prendre le risque d'être en retard. Le médecin, lui, m'a fait attendre 45 minutes. Et après 1h15 d'attente sans explication, sans excuse non plus, je ne me sentais pas vraiment sereine. Donc là, c'est juste pour vous illustrer quelque chose d'assez classique, que vous avez déjà tous entendu, mais pour mettre des mots sur ce côté très expérientiel et qui est à prendre en plus de la dimension objective. Il pourrait y avoir le même temps d'attente, mais il serait passé, je ne sais pas, une activité éducative pendant ce temps-là, une activité d'éducation thérapeutique. Il y a pu avoir un dialogue très intéressant avec la personne à côté dans la salle d'attente avec une autre personne. Et ce temps d'attente, objectivement du même temps, de 45 minutes, n'aurait pas eu le même impact sur la manière dont je vais rentrer dans l'interaction avec le professionnel de santé derrière. Deux points. Alors là, je fais des nuances importantes sur ce que c'est l'expérience, parce que c'est un mot un peu valise, c'est un mot qu'on appelle aujourd'hui souvent un signifiant vide, c'est-à-dire que chacun y met un petit peu ce qu'il veut à l'intérieur. Premièrement, le vécu, ce n'est pas une expérience directement. Je peux avoir vécu 10 ans avec la sclérose en plaques
Et pourtant, je n'ai pas fait consciemment, activement l'expérience de tout ce que j'ai vécu pendant cette période-là. Ou pareil, de manière, je vais prendre d'autres exemples dans la vie, vous êtes avec vos enfants, vous avez un moment de... Vous jouez avec eux, ou ils sont avec vous dans le salon ou autre, vous n'avez pas toujours une expérience conscientisée purement de l'expérience que vous êtes en train de vivre. Il y a des bouts que vous manquez, il y a des bouts où vous n'êtes pas attentif, vous êtes en train de penser à autre chose. Donc, ce qui est important déjà, c'est de dire, on va le voir là-dedans, l'expérience va se concentrer sur certains moments très précis du parcours. Donc, l'expérience patient ou l'expérience d'une personne concernée, l'expérience d'une personne accompagnée, ça ne va pas être l'expérience de l'ensemble des moments qu'elle a vécu. Il y a des moments auxquels elle va être sensible, d'autres auxquels elle va être moins sensible, des moments plus intenses, moins intenses. Et donc, l'expérience patient va être un résultat, le fruit de la pondération de ce qu'on a considéré comme plus important à l'intérieur de ce parcours-là et la manière dont ça a teinté notre expérience. Donc, par exemple, sur un parcours d'un an, il peut y avoir un moment très important qui m'a marqué et globalement, je vais considérer que mon expérience de soins est négative parce qu'à ce moment-là, qui est symboliquement très important pour moi, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Et pourtant, tout le reste est extrêmement positif, objectivement et subjectivement. Donc, probablement, le vécu, ce n'est pas l'expérience. Deuxième point, bon, j'ai un problème avec ma diffusion. Ah, voilà. Les savoirs expérientiels, ils participent à l'expérience patient, mais ce n'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui, principalement, par exemple, dans le milieu sanitaire. C'est-à-dire que quand on vous dit savoir expérientiel et expérience patient, ce n'est pas la même chose. Un savoir expérientiel, c'est un savoir que vous avez acquis à travers l'expérience. Par exemple, j'ai présenté 80 fois mon parcours de santé au médecin généraliste quand j'allais le voir, parce que j'en ai changé à chaque fois, j'ai eu des errances médicales, etc. Je commence à savoir comment raconter sans qu'on me coupe de la manière la plus intéressante possible, en essayant de faire retenir l'attention du professionnel de santé en face de moi. J'arrive à savoir comment narrer mon parcours de soins. J'ai appris ça, c'est un savoir expérientiel. Par contre, ça n'a rien à voir, vous voyez bien quand je vous l'explicite, à ce qu'on essaye de regarder aujourd'hui, notamment au milieu de la santé, quand on parle d'expérience patient. Je ne viens pas chercher ça. Je ne viens pas chercher ce savoir que je veux utiliser ou mobiliser pour faire quelque chose à l'hôpital. Je viens chercher quelle est l'expérience de la personne, de manière générale, et je vais voir si je peux ajuster mes pratiques de soins ou d'accompagnement en fonction de l'expérience plus ou moins positive qu'elle a eue. Donc, juste pour différencier les deux, parce que souvent on les mélange. Là où on parle de mobilisation des savoirs expérientiels dans le milieu de la santé, ça va être plus ce qu'on va voir avec des patients enseignants, des patients ressources, des pères aidants, et on va le voir tout à l'heure. C'est donc aller chercher ce savoir que le patient a développé face aux situations de vie avec la maladie ou des soins et qu'il a eu besoin pour prendre soin de lui et améliorer sa qualité de vie. Tous ces savoirs d'expérience qu'il a acquis à travers l'apprentissage, ça, on peut les expliciter, être capable de les nommer, de les caractériser, de les identifier et d'en faire des savoirs et des compétences qu'on peut mobiliser de manière coopérative pour mieux soigner et accompagner les personnes dans le système de santé. Donc, vous voyez, ça, c'est une deuxième affaire. Aujourd'hui, on ne rentrera pas tant que ça dans celui-ci. J'avance parce que le temps avance. Chose importante, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, l'expérience des patients ou l'expérience d'usage des soins et services de santé ne concerne pas uniquement ces moments d'interaction, mais donc les moments en amont, en aval, etc. Et aussi, chose importante, par exemple, le sentiment d'autonomie une fois chez soi. À quel point je me sens en capacité, à quel point je sens que j'ai des pouvoirs d'agir sur ma situation de santé. On voit que, par exemple, le pouvoir d'agir sur sa santé est un des facteurs principaux de l'expérience patient, l'influence de l'expérience patient. Si tout s'est bien passé à l'hôpital, toutes les pratiques professionnelles sont adéquates, mon parcours subjectivement s'est bien passé, mais que quand je rentre chez moi, je me sens paumé, pas capable d'ajuster ma posologie d'une manière ou d'une autre en fonction de la manière dont ça c'est en train de m'affecter en termes d'effets secondaires et autres, la manière dont je peux ajuster la manière dont je vais pouvoir prendre mes rendez-vous à l'avenir plus ou moins proches, etc. Si je sens que je n'ai aucun pouvoir d'agir là-dessus, ça va influencer de manière très négative mon expérience patient, mon expérience de personnes concernées. Donc, le pouvoir d'agir sur la situation. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais je vous envoie volontairement, je vous la mets pour que vous l'ayez à l'esprit et je vous envoie ensuite les diapositives. C'est un article que je vous recommande de lire sur le sujet qui permet de différencier ce qu'on appelle des savoirs expérientiels implicites, c'est-à-dire qu'on utilise tous les jours pour prendre soin de nous et essayer de se débrouiller face à tous les défis qu'on vit, même en tant que personne qui serait par exemple ne vivant pas avec une pathologie quelconque ou n'ayant pas besoin de soins et services de santé. Mais ces savoirs que je mobilise pour prendre soin de moi ou de mes proches, ils ne sont pas forcément explicites. Je ne suis pas capable nécessairement de les nommer. Et je prends souvent l'exemple de moi quand j'arrive à coucher mes enfants les trois en même temps, qui ont moins de 6 ans les trois, quand j'arrive à aligner les astres pour que les trois dorment en même temps et qu'on ait 2 heures de tranquillité, comment j'arrive à déposer mon fils de 2 ans d'une certaine manière, de manière à ce qu'il ne se réveille pas et qu'il s'endorme sans réveiller ses sœurs,
bah, ces savoirs-là, je ne suis pas capable de les expliciter. Je ne saurais pas vous dire exactement, de les décrire, de savoir comment je pose mes doigts sur sa nuque, sur son dos, sur sa tête. Je le fais, ça fonctionne, c'est utile, ça me permet d'avoir du repos, mais je ne serais pas capable de les communiquer à un futur parent. Donc, cette étape d'explicitation du savoir pour pouvoir le partager à autrui et donc aider autrui à développer ses pouvoirs d'agir sur la situation qu'il vit au quotidien, ça, c'est un travail qui est assez bien décrit dans cet article-là d'Olivia Gross et que je vous encourage donc à lire pour creuser cette dimension-là. J'avance encore sur le sujet. Je vais y aller comme ça, ça sera plus simple. Je perds des fois, j'ai un petit décalage. Alors, vous voyez, il y a plusieurs figures dans ce milieu-là. On en entend tous les jours parler. Les représentants des usagers. Les représentants des usagers, c'est des personnes qui sont élues via l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui font partie d'associations agréées, mais qui ne sont par exemple pas nécessairement des personnes concernées. Donc, ces personnes-là peuvent être des relais et des médiateurs à l'intégration de l'expérience patient, c'est-à-dire qu'ils peuvent être en contact, en interaction quotidienne avec des usagers, de manière à les écouter ces récits, identifier ce qu'il y a de commun aux enjeux qui sont identifiés par ces différents usagers qu'ils rencontrent au quotidien, et aller, lors des rencontres de gouvernance de l'établissement, ramener, rapporter, c'est pour ça qu'ils sont représentants, ils viennent représenter ce qu'on leur a présenté en tant qu'usagers, et donc ils viennent amener cette partie de l'expérience patient pour ajuster la prise de décision dans les établissements. Ensuite, on a les membres associatifs, donc là, des personnes directement concernées dans des associations, par exemple pour la France Parkinson, Rénalou pour la dialyse, etc. Et dans lequel vous allez avoir des personnes qui vont aller chercher des savoirs sédimentés par un collectif de personnes concernées. Donc là, on a 1500 personnes vivant. Alexandre, on ne vous entend plus. Vous êtes muté. Il y a marqué l'autre a désactivé le son. Ah, c'est bon, on vous entend. Okay. Donc, il y a les représentants associatifs qu'on connaît plus, mais donc cette catégorie qu'on entend parler aujourd'hui, qui sont les patients partenaires, ça définit plusieurs rôles. Donc, premièrement, vous entendez beaucoup parler des fois des patients experts. Ce qu'on appelle un patient expert dans les codes aujourd'hui, dans le code de santé publique, c'est en fait une personne concernée par une pathologie ou une situation de vie requérant des soins et services de santé. Ça peut être personne âgée avec des enjeux d'autonomie, une personne en situation de handicap, etc., ou des patients avec des maladies chroniques, et qui ont été formés aux 40 heures en éducation thérapeutique. C'est-à-dire à qui qui ont suivi une formation leur permettant d'accompagner d'autres personnes dans des situations équivalentes aux leurs pour agir de manière préventive, notamment, sur leur situation de santé. Et puis pour prendre soin d'eux d'une manière complémentaire à ce que leur proposent les professionnels de santé. Donc, quand on parle d'expertise, souvent, le raccourci, c'est de dire qu'ils sont experts de la vie avec la maladie. Mais on l'a vu tout à l'heure, avoir un degré d'expertise sur la vie avec la maladie, ça demande un travail actif sur les savoirs qu'on a appris dans notre trajectoire de vie avec la maladie. Donc, si ça fait 30 ans que je vis avec la sclérose en plaques, ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai identifié des savoirs d'expertise, c'est-à-dire des savoirs de degré d'universalité élevé, c'est-à-dire qui sont valables dans beaucoup de contextes et pas seulement dans le mien, par rapport à la sclérose en plaques. Il faut que j'ai fait un travail d'explicitation de ce que j'ai appris à travers ma vie avec la sclérose en plaques. 2, il faut que j'en ai parlé avec d'autres patients vivants avec la sclérose en plaques pour identifier qu'est-ce qu'il y a de commun entre eux et moi, pour que je différencie ce qui est purement singulier et ce qui est commun à tous. Et là, on peut parler de savoir d'un degré d'objectivité et d'universalité élevé qu'on peut donc partager ouvertement à travers ce genre de choses. Donc, le patient expert, ce sont des personnes formées à l'éducation thérapeutique qui peuvent accompagner des pairs de manière complémentaire à ce que font les professionnels de santé. Si on regarde les autres types de patients, on va dire par exemple le patient ressource, c'est un patient pas nécessairement formé, il n'y a pas d'obligation dans les textes, et qui va, en tant que personne concernée, accompagner des pairs ou participer à l'amélioration des pratiques d'un service, par exemple, de psychiatrie, de chirurgie en ORL, etc. Vous voyez, il y a d'autres catégories. On va voir tout à l'heure avec Sabine et Laure des illustrations exactement de ces différentes catégories, dont les patients enseignants avec Laure. Et enfin, j'avance parce que je suis en retard. Les autres. Donc ça, c'est les différentes catégories pour essayer de s'y retrouver un petit peu là-dedans. Ce que vous entendez après, ce que Fanny a dit tout à l'heure, par exemple, quand on parlait de patient traceur, c'est une méthode. C'est-à-dire, on va suivre un patient, on va tracer le parcours d'un patient et son expérience pour être capable d'apprendre sur la manière dont on pourrait ajuster les choses. Donc là, par contre, le patient traceur, ce n'est pas une personne. Juste pour qu'on se retrouve. Alors, je n'ai pas le temps de présenter ça. J'avance sur les choses importantes. Et il me reste combien de temps? 3 minutes, c'est ça, je crois.
Oui, c'est ça. J'entends dans l'oreillette qu'on pouvait parler un peu plus. Ok, alors je vais essayer de faire quand même vite. Deux catégories qui nous restent à discuter avant, et puis de toute façon, on prendra le temps dans la période de discussion. Premièrement, c'est pourquoi on s'intéresse à ça. On s'intéresse à l'expérience patient, premièrement, parce qu'on veut pouvoir travailler pour plutôt que de travailler avec, plutôt que de travailler pour. C'était un beau lapsus, je vous expliquerai pourquoi. On a tendance justement à travailler dans ce qu'on appelle des approches centrées. On est bien intentionné, on veut justement réellement aider les personnes, et de ce fait-là, on dit aujourd'hui mettre le patient au centre de nos préoccupations et de nos actions. Ce qu'on a vu toutefois, c'est que méthodologiquement, dès qu'on fait ça, la plupart du temps, c'est quasiment impossible de ne pas filtrer à partir de son propre prisme expérientiel. C'est-à-dire de faire en sorte que ses propres intérêts, ses propres choses qu'on considère importantes versus d'autres, vont forcément teinter, on le voit quand on fait des tests, en fait on teste méthodologiquement, les personnes, même bien intentionnées, d'une manière ou d'une autre, je vais utiliser le gros mot, mais vont instrumentaliser le savoir d'une manière ou d'une autre. Pas forcément consciemment, pas forcément intentionnellement, mais on va lire la chose avec notre grille d'intérêt à nous, la manière dont notre expérience nous a teinté, ce qu'on considère, nous, plus ou moins important. Donc, l'intégration de l'expérience patient, ça permet notamment de travailler davantage avec. Si vous faites uniquement des questionnaires de satisfaction ou d'expérience patient, vous ne travaillez pas avec, vous travaillez pour. Par contre, si vous faites ces questionnaires-là, ce qui n'est pas la méthode la plus qualitativement intéressante, mais c'en est une la plus développée, mais que vous traitez les données, c'est-à-dire que vous les analysez avec des personnes concernées, et que vous identifiez les actions amélioratives avec des personnes concernées, là, on est plus proche du paradigme de « avec les patients » et moins dans les approches centrées. Donc, premièrement, pourquoi on le fait? Parce qu'on fait l'hypothèse qu'actuellement, on considère de manière totalement insuffisante l'expérience des patients et ce qu'ils vivent dans les soins, et que c'est essentiellement les professionnels qui décident de la manière dont vont s'ajuster les pratiques. On considère aussi que mobiliser de manière générale un regard extérieur ou un autre rapport au monde, marqué par l'expérience de la finitude, de la souffrance ou autre, va amener un rapport distinct à l'objet qu'on va discuter. Si on va discuter de l'amélioration des pratiques ou des besoins populationnels, l'alignement sur les besoins populationnels en santé, la manière d'identifier les critères de priorisation des personnes à soigner en période de Covid, on voit que selon les personnes mobilisées, notamment les personnes concernées, ils vont avoir des préoccupations et des priorités totalement différentes du point de vue éthique, par exemple, ou du point de vue organisationnel. Ça permet aussi une deuxième chose importante, c'est une vision plus intégrative. Aujourd'hui, quand on pense l'intégration de l'expérience patient, la plupart du temps, on le fait en regardant ce qui se passe au service d'oncologie, en regardant ce qui se passe sur une maison de santé pluriprofessionnelle. Mais tout ça de manière très silotée, de manière à ce que la seule personne qui aujourd'hui peut avoir cette vision systémique plus intégrative de la trajectoire au complet, et donc de la coordination entre ces différentes pratiques, c'est la personne concernée. Et donc aujourd'hui, pourquoi on veut intégrer davantage l'expérience patient de manière notamment longitudinale? C'est pour éviter ces effets d'amélioration très locaux, mais qui ne permettent pas à la personne, elle, de voir de l'amélioration sur son parcours au complet nécessairement. Je vous mets cette image qui est toujours, que j'aime bien utiliser, dans le sens où aujourd'hui, dès qu'on voit, souvent qu'on utilise le recueil de l'expérience patient, c'est souvent pour nous dire, tiens, la personne, elle n'a pas fait comme on pensait qu'elle ferait. Il y a eu un usage différent du traitement, des pratiques de soins, des services qui sont à sa disposition. Et la majorité du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, tiens, pourquoi la personne a dévié? Mais au sens social de dévier, c'est-à-dire elle n'a pas été dans le chemin qui est le meilleur, parce que nous, on savait bien que le meilleur, c'était dans cette direction-là. Et la phrase qui est en dessous, d'une psychologue sociale américaine, dit juste, ce qu'on doit développer comme acteur de santé, c'est que lorsqu'on voit cette situation, la première chose qu'on doit faire, c'est réagir avec curiosité et de se demander, tiens, comment ça se fait que la personne, au lieu de passer sur le chemin bien bétonné, sans se salir les chaussures, de manière peut-être plus sécuritaire, qu'est-ce qui fait qu'elle a du plaisir ou qu'elle pense que c'est plus pertinent de passer sur le chemin de traverse? Et donc, ce qu'on a tendance à faire dans le système de santé, de ce que je vois moi dans le milieu hospitalier, c'est de construire un mur le bord du chemin pour s'assurer que la personne elle passe entre les deux, plutôt que de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va apprendre de l'usage déviant qu'on vient d'observer, l'usage différent de ce qu'on avait pensé au départ. Donc ça, c'est tout un état d'esprit, une philosophie qu'on peut avoir quand on parle d'expérience patient. Pourquoi on s'intéresse à ça aujourd'hui? Il faut qu'il y ait 53. Je finis celle-là et j'ai la conclusion après. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles aujourd'hui c'est un sujet qu'on entend discuter et que les professionnels commencent à s'y impliquer. Un, dans le milieu sanitaire, parce qu'il y a une dimension normative et coercitive très importante. C'est-à-dire la nouvelle certification des établissements de santé met au cœur l'intégration de l'expérience patient. Et
le fait de travailler cette expérience patient avec les personnes concernées. Donc, ça fait déjà 2 choses avec lesquelles les professionnels ne sont pas si habitués que ça au quotidien. Donc, cette dimension normative comment dire, elle amène beaucoup d'intérêt des professionnels de voir des formations sur le sujet, de commencer à le tester, de commencer à l'expérimenter, d'être accompagné dans la manière d'aller la recueillir et de l'intégrer. Donc, je vous ai dit celle-ci. Là, je vous ai mis les critères des exemples de critères de la certification dans lesquels on parle de l'expérience patient et de la manière dont on veut qu'elle soit mobilisée. Le deuxième critère que je ne peux pas vous décrire, c'est la pertinence des pratiques, mais je vous ai mis une petite revue de littérature qui montre que l'intégration de l'expérience patient, ça permet d'avoir des pratiques de soins plus pertinentes, donc qui répondent mieux aux besoins de la personne. Vous aurez les ressources à la fin. Et enfin, les 2 autres critères, c'est un du point de vue éthique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet au moins de correspondre à une vision des soins qui est plus centrée sur le développement des pouvoirs d'agir de la personne. Et deuxièmement, du point de vue existentiel, ce qu'on voit, c'est que les professionnels de santé, en particulier les soignants, s'y retrouvent vraiment pas mal dans l'expérience patient et dans son intégration, parce qu'en fait, ça valorise une réintégration des personnes qui font, des personnes qui vivent directement la chose dont on discute, et non pas des personnes qui pensent sur ce qu'on est en train de faire. Et de ce fait-là, revaloriser et réintégrer l'expérience patient, ça revalorise et réintègre davantage l'expérience des soignants de manière moins asymétrique qu'actuellement par rapport au cadre et par rapport aux directeurs d'établissements, de services, etc. Donc, ça permet aussi un réancrage terrain sur ces personnes-là directement, sur ces expériences-là, pardon. Et donc, aujourd'hui, comment on la mobilise? C'est là-dessus que je finis, c'est ma dernière diapo. Soit de manière directe, donc il n'y a pas besoin de professionnels, il n'y a pas besoin de penser ça de manière compliquée, c'est juste déjà de se dire comment individuellement, moi, qui vais aller cet après-midi faire ma rencontre avec un médecin généraliste et avec mon fils, comment ce que je vais avoir vécu, je peux, un tant soit peu, le réfléchir, le conscientiser, de manière à identifier ce que j'ai appris lors de cette interaction et de manière à ajuster la façon dont j'agis pour ma santé et celle de mon enfant, par exemple. Donc déjà, l'expérience patient, je peux la faire à l'échelle individuelle. J'explicite ces apprentissages que je fais, j'essaie de les réintégrer dans ma pratique. Et si je suis un patient, par exemple, je peux aussi le faire pour intégrer ce que j'ai appris avec les professionnels de santé. Donc, sans parler de questionnaires, sans parler de trucs extrêmement compliqués, déjà, je peux travailler l'expérience à mon niveau. Ensuite, je peux la travailler, par contre, pour autrui aussi. Si je l'ai explicité comme ça, ce que j'ai appris ce que j'ai explicité comme savoir pour endormir mon fils, je peux le transmettre à un autre parent qui va pouvoir le faire. Pareil pour l'accompagnement de mon fils qui a des troubles, qui est sur le spectre de l'autisme. Tous ces savoirs que j'ai développés, je suis capable de les transmettre à d'autres. Et le dernier, celui qu'on voit dans les établissements, c'est justement de manière indirecte, c'est-à-dire je vais recueillir l'expérience des patients par une diversité de méthodologies. Je peux aussi tout simplement aller recueillir certains de leurs témoignages pour les mettre en vidéo, les mettre en podcast, les mettre à l'écrit, parce qu'ils ont une puissance performative, une puissance d'écho et de la manière d'emprunter les gens qui peut être importante. Et le dernier, c'est de dire comment je peux aussi intégrer cette expérience patient pour développer les compétences des professionnels de santé, c'est-à-dire les patients enseignants qu'on va voir notamment avec Laure. Je ne vous le présente pas, mais vous verrez la liste dans la diapositive. Ici, je vous ai mis l'ensemble des outils qu'on utilise dans le milieu sanitaire aujourd'hui pour aller recueillir et intégrer l'expérience patient. Et ça, on pourra parler dans la partie plus questions-réponses. Je pense que j'ai fini avec ça. Bon, non, j'en avais d'autres, mais j'ai plus le temps. Bon, merci beaucoup Alexandre pour cette présentation et on aurait aimé vous entendre encore davantage. Je voudrais partager quelques points qui m'ont particulièrement interpellée. Je reprends la première punchline entre guillemets de l'une de vos premières slides. Avoir son mot à dire, c'est bon pour la santé. C'est quand même incroyable qu'à pratique clinique égale, une expérience positive favorise l'efficacité des soins, si j'ai bien compris. À noter aussi qu'un parcours peut très bien se passer cliniquement, mais que le patient peut avoir un ressenti très négatif et inversement. Et enfin, que l'un des enjeux finalement de l'expérience patient, c'est d'incapaciter la personne à prendre soin d'elle, donc de favoriser son pouvoir d'agir. Alors moi j'ai une question, mais j'aimerais d'abord laisser la parole bien sûr à nos participants ou à l'équipe Coactis Santé. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en ai pas vu dans le chat, mais peut-être que quelqu'un veut prendre la parole ou poser une question ou partager quelque chose. Bon, et si ça n'est pas encore le cas, alors je vais me permettre de poser la question que j'avais en tête.
qui concerne les institutions, plutôt les structures de santé. Comment est-ce que, dans les faits, sur le terrain, elles se positionnent? Est-ce que les soignants sont demandeurs? Est-ce que les structures sont demandeuses de mieux intégrer l'expérience patient? Est-ce qu'ils savent se remettre en question? Est-ce qu'ils sont dans la collaboration? Est-ce qu'ils sont justement dans le avec et pas dans le pour? Spontanément, et parce qu'on n'est vraiment pas outillé pour cela, la plupart du temps, quand on veut se lancer, on le fait pour plutôt qu'avec. Mais parce qu'on n'est pas très bon et que ni l'école, ni le milieu professionnel nous apprend beaucoup à faire ce travail-là collectif. Ce n'est pas quelque chose auquel on s'exerce pour la plupart d'entre nous très régulièrement. Donc, on balbutie la plupart du temps. Du côté du milieu sanitaire, en tout cas, que je connais le mieux, la certification en fait un levier d'intérêt majeur. Donc là, l'expérience patient, pour la majorité, ce n'est plus une question parce qu'on n'a plus le choix. Le seul moyen d'obtenir la certification, c'est de travailler. Ça devient des critères impératifs et il y a un audit système juste sur la partie expérience patient. Donc, ça donne de l'intérêt envers la pratique et le concept. Par contre, ça ne veut pas dire que ces pratiques-là sont très avancées. Sachant que c'est un sujet sur lequel les gens ont relativement peu d'expérience et de compétences, lorsque des experts visiteurs de la haute autorité de santé viennent dans un établissement et viennent juger de la qualité des pratiques d'intégration de l'expérience patient, ils ne sont pas forcément très critiques. Ils considèrent que parce qu'on a parlé avec des usagers, qu'on a essayé de recueillir d'une manière ou d'une autre l'expérience, c'est déjà correct. Alors que qualitativement, on sait que ça peut ne pas changer grand-chose aux pratiques et que ça peut être fait d'une manière qui était justement pas forcément très partenariale. Donc, ça déclenche de l'intérêt, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de se transformer concrètement dans ces pratiques-là par le voie normative, mais elle crée de l'intérêt. Là où, par contre, ça se développe plus, c'est qu'il y a quand même beaucoup de professionnels de santé qui sont complètement crevés, fatigués, épuisés, la tête dans le guidon, et plusieurs qui perdent aussi un peu de sens à leur pratique dans ces conditions-là. Et pour beaucoup, leur fait de retravailler plus directement au quotidien avec des usagers partenaires, des patients ou des personnes concernées, etc., dans des activités ou des exercices plus méta, c'est-à-dire pas dans le soin directement, mais prendre le temps de penser le soin, prendre le temps de réfléchir ensemble au soin, pour la majorité, ils viennent nous voir directement. Parce qu'en fait, ils en ont besoin. Il y en a, ils n'en peuvent juste plus. Ils ont besoin de s'arrêter pour penser ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dans l'agitation permanente, mais ils ne sont plus dans l'action. Ils se rendent compte qu'ils font des choses qui sont contre-productives des fois. Alors, ils ont beau s'énerver et s'agiter dans tous les sens en faisant des actes, ils ont l'impression que des fois, en fait, ils se mordent la queue et qu'ils font les actes d'une manière où la personne, en fait, va revenir dans le système de santé de manière et le réengorger, etc., plutôt que de l'accompagner à développer ses pouvoirs d'agir pour qu'elle ne soit pas totalement dépendante au système de santé. Donc, il y en a qui viennent pour ces raisons-là. Et le troisième, c'est le développement des autres qui ne sont pas nommés expérience patient, mais les autres pratiques de partenariat avec les personnes concernées, comme les patients enseignants, comme les patients experts ou patients intervenants, etc., qui créent de l'intérêt autour des savoirs expérientiels. Et là, on en fait le lien, souvent, ça revient vers l'expérience patient, même si c'est deux choses un petit peu différentes, fondamentalement différentes. Merci pour cette réponse. Avant de passer à la suite, je ne peux pas m'empêcher de poser une autre question. Est-ce que vous avez un exemple d'une intégration d'expérience patient dans une structure de soins réussie? Alors, réussi. C'est drôle parce qu'en fait, le critère, pour moi, il est toujours réussi. Enfin, déjà, dès l'instant qu'on arrive à faire ça, pour moi, on est déjà dans la réussite. Je donne l'exemple de ce que je faisais juste hier soir. On a eu, pour vous donner un exemple, on se retrouve à la direction qualité des Hospices de Lyon avec une demande du directeur général qui dit j'organise, ça c'est début juillet, j'organise fin septembre un séminaire sur la chirurgie robotique aux HTL. Donc, est-ce qu'il faut développer ou pas les robots pour faire des interventions chirurgicales? Il dit, bon, j'aimerais ça avoir le point de vue d'un usager. Je le caricature, mais c'est pour pédagogique. Est-ce qu'on pourrait avoir un représentant des usagers? Et la demande nous est portée parce que justement, on est à la direction, notamment, qui s'occupe des représentants des usagers, qui traite les réclamations, etc., les droits des patients. Et là, le réflexe, si on revient sur les questions qu'on s'est posées depuis tout à l'heure, c'est de dire, si je prends juste un représentant des usagers, sans me questionner sur sa méthodologie ou comment il va travailler, je ne suis pas vraiment en train d'intégrer beaucoup d'expérience patient à la réflexion qui va se passer avec les chirurgiens. J'ai quelqu'un d'une association, d'un parcours qui nécessite peut-être pas l'intervention chirurgicale, qui va venir donner un regard sociétal,
peut-être critique, qui va remontrer des enjeux éthiques, économiques, politiques, etc. Mais je ne suis pas en train d'intégrer beaucoup d'expériences de personnes concernées directement. Donc, le réflexe d'une entité comme la nôtre, à ce moment-là, c'est de dire « Merci, invitation intéressante. Ce qu'on vous propose, c'est d'essayer, sur les 3 mois qui viennent, d'aller chercher de l'expérience de personnes concernées par cela. » Donc, on écrit à tous les services de chirurgie des HL qui utilisent des robots. On leur demande d'identifier parmi ceux-là des patients qui ont des expériences intéressantes, c'est-à-dire qui ont testé des nouveaux robots ou qui ont eu plusieurs chirurgies par ça, et dire est-ce que parmi eux, il y en a qui ont une dimension suffisamment réflexive pour venir participer à une discussion, à un atelier de travail pour expliciter leur expérience de la chirurgie robotique. Ces gens-là appellent les patients, ils donnent leur accord, sinon on peut les joindre, et nous, après, on peut donc joindre des gens qui ont eu des interventions comme ça. Donc, nous, on a joint une quarantaine de patients qui ont eu des chirurgies, et donc on a fait 2 ateliers de travail avec eux pour aller essayer d'identifier, les caractéristiques de leur expérience, comment on vous a présenté le robot, est-ce que ça a changé votre expérience de la chirurgie, qui est-ce qui vous en a parlé, c'est le chirurgien ou quelqu'un d'autre, vous avez été chercher les infos sur un forum, est-ce que de ce fait-là, ça a été moins douloureux, plus court, etc. On rentre sur toute la caractéristique, et après on essaye de voir s'ils ont développé des savoirs particuliers associés à ça. Et donc là, on peut préparer un duo de patients partenaires et de représentants des usagers, nourris par 2 ateliers de 2 heures avec des personnes concernées, pour justement aller partager ces savoirs-là, partager ces expériences-là, et donc les nourrir davantage de cet ancrage de personnes concernées directement. Notamment, un des 2 qui va présenter avec le représentant des usagers est une personne concernée par ce qui va être discuté. Donc ça, c'est une expérience. Donc, à partir de ça, on va pouvoir décider si est-ce qu'il faut développer ou pas aux HL davantage dans quelle direction ce type de chirurgie. Et avec des questions très concrètes comme nous, en fait, on veut bien le développement de robots, mais il faut que ce soit toujours le chirurgien qui soit subordonnant le robot. Il faut que ce soit un outil pour le chirurgien, mais pas des robots automatiques qui prennent des décisions et dans lesquels c'est le chirurgien qui en appuie. Ça inquiète, par exemple, beaucoup la majorité des personnes concernées. Donc, ça, c'était un exemple niveau stratégique. Et puis, dans les soins, ça se fait également. Juste pour vous dire que si on fait l'accueil en psychiatrie, ce qu'on a fait la semaine d'avant, je ne le reprendrai pas en détail, mais on a fait la même chose au départ, dans un service de psychiatrie, dans un des groupements hospitaliers. Et le but, c'était de changer la manière dont on faisait l'accueil des personnes qui viennent au département de psychiatrie, au service de psychiatrie. Il y avait des enjeux sur l'accueil téléphonique, ça créait des angoisses, etc. Là, ils ont dit, nous, au téléphone, on aurait besoin qu'il se passe ça au moment où on passe un appel et qu'on est en situation d'urgence. On aurait besoin de ça. Et donc là, on a pu changer la manière dont se fait l'accueil dans ce service-là directement, à partir de ces savoirs d'expérience. Merci Alexandre pour ces retours de terrain. Et on va continuer avec des témoignages de terrain avec Sabine Dutheil qui va prendre la parole maintenant. Sabine, vous êtes patiente partenaire au sein du service d'oncologie de la clinique Tivoli-Ducos à Bordeaux. Vous êtes aussi enseignante à l'Université des patients. Orthophoniste de formation, vous avez été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2015 et vous décidez alors de vous former pour devenir patiente partenaire et accompagner à la fois des femmes touchées par un cancer du sein et les professionnels de santé. Donc c'est le témoignage de terrain de Sabine qui nous intéresse aujourd'hui, notamment sur ce que représente concrètement cet accompagnement, mais aussi sur quelles expériences ou connaissances cet accompagnement se fonde. Pour Sabine, dans tous les cas, il s'agit d'améliorer le parcours de soins, de personnaliser la prise en soins, de préserver la qualité de vie de chaque patiente. Le partenariat en santé, c'est une préoccupation éthique, une attention citoyenne et aussi un engagement personnel. Et donc, Sabine, je me permettrai de vous dire quand il restera 2 minutes, comme vous me l'avez demandé. Et merci pour votre partage d'écran qui fonctionne presque. Voilà, en mode diapo, ça sera parfait. Voilà, c'est parfait. On vous écoute, Sabine. Merci Fanny de cette présentation. Je suis en effet patiente partenaire au sein d'une équipe d'oncologie dans une clinique bordelaise. Alors, je vous propose de rapidement évoquer le contexte, puis de déplier comment l'expérience patient se déploie dans cette modalité de partenariat en santé dans un établissement de soins auprès d'une part des patients et d'autre part des professionnels de santé. Alors, le contexte, c'est celui
du cancer du sein. Très rapidement, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Près d'une femme sur 8 sera impactée par un cancer du sein au cours de sa vie. C'est aussi le cancer le plus meurtrier, toujours chez la femme. Et ce sont des traitements parfois très longs, jusqu'à 10 ans pour certains cancers hormonosensibles, avec des traitements au long cours qui ont des effets secondaires très délétères pour la qualité de vie. C'est pour cette raison que l'on parle bien de parcours de soins, voire de parcours de vie dans le cadre du sein métastatique. Alors, Lisa ou les prémices du partenariat patient. L'expérience patient a été recueillie en amont de la création de l'ISA. L'ISA, c'est l'Institut du sein d'Aquitaine. Parce qu'en effet, si les patientes témoignent d'une offre de soins et d'un parcours de soins très qualitatif, parce que justement le parcours est très fléché, ces mêmes patientes qui ont été consultées témoignent de grands moments et de fragilité et de questionnement entre deux rendez-vous médicaux. Alors, comme l'a dit Alexandre, il ne suffit pas d'aller recueillir l'expertise patient ou l'expérience patient, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait? Ces patientes, elles nous informaient de 3 souhaits. Elles disent d'une part avoir besoin de se repérer dans la multitude des professionnels de santé. D'autre part, elles souhaitent comprendre leur pathologie et les traitements qui y sont associés, et enfin d'être orientées éventuellement vers des soins de support ou des ateliers en fonction de leurs besoins. Donc, c'est à partir de ces 3 demandes que l'on a imaginé avec le service d'oncologie comment y répondre. Donc, l'ISA, c'est vraiment un pas de côté avec une proposition d'accompagnement personnalisé par un binôme composé d'une coordinatrice de parcours et d'une patiente partenaire. Très rapidement, l'ISA, c'est 50 nouvelles patientes par mois et à ce jour, on a accompagné autour de 3000 patientes. Alors, l'ISA, ce sont à la fois des ressources humaines et des outils. Donc, je vous l'ai dit, une coordinatrice de parcours, une patiente partenaire, en l'occurrence moi, et une deuxième patiente partenaire. Ce sont aussi des outils, un numéro de téléphone, un lieu d'accueil dédié au sein de l'établissement de soins, un site internet et une plateforme qui est informatisée, collaborative et sécurisée. Alors, pour la petite histoire, et c'est souvent le cas, c'est à la faveur d'une jolie rencontre entre une oncologue, le docteur Franck, et moi-même, une patiente, que cela fut possible. Parce qu'ensemble, après avoir recueilli l'expérience des patients, on s'est demandé, comme l'a dit Fanny, comment on pouvait améliorer le parcours de soins, personnaliser la prise en soins, tout ça dans le but de préserver, voire parfois d'améliorer la qualité de vie de chaque patiente. Alors, j'ai d'abord eu un statut de stagiaire, puis de bénévole. Et ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, les patientes que j'ai accompagnées vont devenir partenaires du dispositif en allant témoigner des bienfaits de cet accompagnement auprès des professionnels de santé. Et c'est pour ça qu'un an après, on me propose un contrat à durée indéterminée et pour lequel je suis rémunérée sous le statut de patient partenaire. Alors, Lisa, je vais reprendre ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure. Vous vous souvenez, le modèle de Montréal, la patiente n'est pas du tout au cœur du dispositif, mais elle fait bien partie à part entière de l'équipe de soins. Parce qu'il y a toujours quelque chose que personne ne peut attraper du ou de la patiente. Il se pratique depuis de longues années. Et donc, le patient est vraiment au sein de l'équipe. Donc, il y a des professionnels libéraux, des soins de support, des professionnels d'établissement, la coordinatrice de parcours et la patiente partenaire. Vous ne le voyez pas, mais j'ai décidé de ne pas avoir de blouse blanche. Et dans l'établissement, je suis à ce jour, en période de Covid, la seule autorisée et à ne pas avoir de blouse blanche. On pourra en reparler. En tout cas, chacun de ces intervenants peut avoir des interactions les uns avec les autres. Et ce que l'on partage, c'est un socle de valeurs communes. Alors, en quoi
consiste non, d'abord, il faut que je me présente un tout petit peu. Je suis orthophoniste de formation, Fanny l'a dit aussi, j'enseigne à l'école d'orthophonie. Un préalable pour être patiente partenaire, c'est d'être ou d'avoir été usagère du système de santé, c'est-à-dire d'avoir une expérience significative de la vie avec la maladie et les traitements. Et ce fut mon cas en 2015 avec le diagnostic d'un cancer du sein. À la suite de quoi, j'ai profité grandement de 3 lieux de formation. D'abord l'Université des patients à Sorbonne Université, puis l'Université de Clermont-Auvergne et enfin l'Université de Montréal en distanciel pour le coup. Alors, c'est là que ça va nous intéresser, enfin, vous intéresser, j'espère, plus précisément. Patients partenaires, d'une part auprès des patientes et d'autre part auprès des professionnels de santé. Alors, auprès des patientes, d'abord, il y a 2 propositions. D'abord, en relation duel, il s'agit d'une intervention clinique sous forme de consultation. Et là, il s'agit vraiment de proposer un accompagnement spécifique aux patientes qui sont désireuses d'échanger avec une personne qui a été elle-même touchée par la maladie. C'est donc un accompagnement qui est légitimé par l'expérience du vécu avec le cancer et avec les traitements. C'est-à-dire que c'est F. Gardien qui nous dit que le père PAIR est reconnaissable du fait qu'il est un possible support d'identification. En fait, j'ai expérimenté, j'ai vécu un parcours de soins pour un cancer du sein avant de me demander ce qu'était un cancer du sein. C'est un peu de la pédagogie inversée, c'est-à-dire la pratique avant la théorie. Alors, si le contexte est le même, le cancer du sein, la demande, les attentes varient d'une patiente à l'autre, d'une histoire à l'autre, d'une forme de cancer à l'autre et d'un traitement à l'autre. C'est donc absolument du sur-mesure et la fréquence de l'accompagnement est très, très variable de ce fait. Cela peut se faire de visu, dans le bureau de Lisa au sein de l'établissement de soins. Cela peut se faire dans la chambre d'hospitalisation, en salle de chimiothérapie ou en salle d'attente. Rappelez-vous ce que Alexandre a relaté tout à l'heure. Parfois, je vais attendre avec les patients lors de cette attente qui dure forcément trop longtemps. Ça peut se faire aussi à la ville, c'est-à-dire que l'on se rencontre hors l'établissement de soins. Ça peut être par téléphone, par visioconférence, par SMS et ou mail, et c'est toujours en concertation avec la patiente. En bref, je crois qu'il s'agit avant tout de rencontres. Ce sont des rencontres au cours desquelles je tente d'accueillir une personne singulière toujours différente de toutes les autres, de partager avec elle une sorte de débrouillardise dans la vie avec la maladie et les traitements, mais aussi un sentiment de vulnérabilité et probablement une certaine impuissance. Et aussi, c'est l'occasion de questionner le sens, dans le sens signification, pourquoi moi, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui m'arrive, et aussi dans le sens direction, en imaginant un après possible. Alors pour Olivia Gross, Alexandre en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont des savoirs expérientiels explicites qui sont mobilisés. Il s'agit d'agir sur autrui pour donner du sens à ce qui est vécu. Je dois vous préciser que chaque échange est formalisé et consigné sur la plateforme collaborative. Nous proposons aussi un accompagnement en groupe sous une forme que l'on a appelée, que l'on a nommée les tables rondes et roses. Ce sont des temps de parole dans un lieu dédié hors l'établissement de soins, autour d'un thème et toujours en présence de la patiente partenaire. Et là, il s'agit de faciliter l'expression des ressentis, des éprouvés face aux répercussions de la maladie et des traitements en présence de pairs. Alors, partenaire des professionnels, qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit de partager l'expérience patient, la perspective patient, la mienne certes, mais aussi celle de toutes les patientes accompagnées, avec les professionnels de santé. Concrètement, ça peut être la création d'outils pédagogiques
comme on a fait récemment une fiche informative pour une chirurgie particulière. Ça peut être l'organisation de soirées d'information. Ça peut être penser la géographie des lieux, imaginer des choses ensemble. Dans les deux cas, il me semble que ce qui est important, c'est de savoir se raconter de façon pédagogique. C'est-à-dire que ce n'est pas tant ce qui m'est arrivé qui compte que ce que je crois avoir compris au détour de la maladie et du traitement, et que je peux surtout généraliser pour le partager avec des pairs ou avec des professionnels de santé. D'où, selon moi, l'importance d'une formation. Moi, j'ai choisi l'université pour aller partager ça. Alors. J'en profite, Saline, pour vous dire qu'il vous reste quelques minutes. Ah non, mais c'est pas possible. Prenez quand même votre temps pour dire l'essentiel. Hein. Alors, il s'agit d'avoir l'expérience de la maladie et des traitements ou d'être un proche aidant. Hein, je ne l'ai pas précisé dès le départ. Mais il faut un certain nombre d'étapes avant de pouvoir transformer un vécu en savoir expérientiel. Probablement un recul émotionnel, un recul au niveau de la distance aussi émotionnelle, une distance par rapport au diagnostic, une mise en mots ou une conscientisation qui passe à coup sûr, selon moi, par un adossement au collectif, des capacités de généralisation, je l'ai dit, et une connaissance des institutions de santé. Donc, il y a toujours le vécu, mais associé le partage. Ce qui nous a paru intéressant, c'est de se demander ce qui préside à la rencontre entre une patiente et une ex-patiente devenue patiente partenaire. Alors, nous sommes allés questionner les patientes qui avaient profité de cet accompagnement. Pour 76% d'entre elles, il s'agit d'une réassurance et d'un soutien émotionnel. Pour 66%, ce sont des informations inédites et différentes des informations médicales. Et là, pour le coup, je ne suis pas du tout sûre que les informations soient inédites et différentes, mais c'est vraiment la place d'où on parle qui compte. Et enfin, une meilleure compréhension du parcours, et c'était bien la demande qu'avaient formulée les patientes qui avaient été consultées. Je ne rentre pas dans les détails, mais quelque chose de très, très important, c'est que la grande majorité des femmes, c'est-à-dire qu'il y en a 101 sur 109, qui nous ont dit ne pas connaître le concept de patient partenaire avant cette rencontre. Ça, c'est très, très important parce que l'on ne peut pas demander quelque chose que l'on ne connaît pas et que l'on ne nomme pas. Donc, si vous demandez à des patients leur ressenti sur leur parcours de soins, il y a fort à parier qu'ils ne vont pas vous dire « j'aurais aimé échanger avec une patiente partenaire ». Et puis, il y a aussi quelque chose de très important dont Alexandre a parlé, c'est je pense vraiment que l'accompagnement par un patient partenaire participe à l'encapacitation et à l'émancipation du patient. Être émancipé, c'est être à la fois reconnu dans une position et pouvoir quitter cette position tout à la fois. Et je pense aussi que le patient partenaire participe à réduire les inégalités, qu'elles soient épistémiques ou sociales, et ça, c'est très important. Parce que cette relation entre un professionnel de santé et un patient est toujours très singulière. Elle est probablement asymétrique et il ne s'agit pas de la rendre symétrique, mais il s'agit bien de la questionner pour rendre confortable l'expérience et du patient et du professionnel de santé. Alors, le partenariat patient pour les professionnels de santé, j'ai encore combien de minutes, Fanny? Dites-moi, j'accélère ou pas? Quelques minutes. Quelques minutes. Alors, pour les professionnels de santé et en quoi ça sert la relation professionnelle de santé patient. Bon, il y a une raison médicale, on pense que ça augmente la pertinence des soins et ça, la HAS a travaillé là-dessus et c'est très intéressant. C'est une préoccupation éthique parce que j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que chaque citoyen peut d'un coup, d'un seul,
d'un moment à l'autre, basculer dans le statut de patient. Donc, c'est aussi une éthique et une préoccupation citoyenne. Et il me semble aussi que c'est une façon pour les professionnels de santé de développer la collaboration interprofessionnelle. J'ai marqué interpersonnel, mais c'est interprofessionnel. Et enfin, de participer à des projets innovants. Et par expérience, les professionnels de santé sont toujours très intéressés pour ça. Le partenariat avec les patients à Lisa, au départ, ça a été une consultation et aujourd'hui, c'est une vraie co-construction. Les tables rondes et roses sont pensées avec les patientes. Quelques points de vigilance, 2 seulement, très rapidement. Le risque d'institutionnalisation, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps avec l'équipe de soins et comment garder un œil critique et comment être toujours force de proposition. Et là, pour le coup, c'est ce que les patientes, c'est l'expérience des patients qui me tient en alerte, il me semble. Et enfin, le néopaternalisme, là, c'est à l'égard des patients. Il n'est pas question, il n'y a pas des patients qui ont réussi une résilience et qui vont apprendre aux autres comment résilier. Et je suis toujours très, très étonnée de la confiance sans borne que les patientes me témoignent. Et de ce fait, je suis très, très prudente. Être prudente, c'est imaginer les conséquences de ce que l'on dit et ce que l'on fait. Les perspectives, je vous les raconterai une autre fois quand vous me réinviterez. Une dernière phrase que j'aime beaucoup, on ne se définit pas par des positions, on se définit par des trajectoires. Et je crois vraiment que l'annonce d'une maladie, d'un handicap, quel qu'il soit, assigne parfois le sujet à une place. Les études, la position, le titre assignent parfois le professionnel de santé à une place aussi. Il me semble que le patient partenaire peut initier un tout début de trajectoire, que ce soit pour le patient ou pour le professionnel de santé. Et là, je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli et de m'avoir invité parce que je réfléchis à des pratiques en les pratiquant et en les collectivisant et en les interrogeant avec vous. Donc, merci de m'avoir laissé partager un tout petit bout de l'une de mes trajectoires. Merci. Et merci à vous, Sabine. On aurait en effet aimé vous écouter davantage. D'ailleurs, il y a une question qui a été posée dans le chat et que je vais retranscrire avant même de passer la parole à Laure. Donc la voici, c'est de la part d'Adrien Renaud. Est-il possible de développer la manière dont les patients partenaires peuvent développer la collaboration interprofessionnelle? Si vous avez une... Il nous arrive parfois de nous mettre autour de la table avec le kinésithérapeute, l'oncologue et le chirurgien qui ne se sont jamais rencontrés jusqu'à présent, mais qui ont rencontré les mêmes patients pour réfléchir ensemble à est-ce que la kinésithérapie est importante avant une mastectomie, etc. On organise des soirées d'information, par exemple, souvent autour de ces fameux traitements anti-hormonaux qui ont parfois des effets plus délétères que la chimiothérapie. C'est une étude Canto qui a montré ça en 2019. Donc, je vous laisse imaginer. Et là, on intervient ensemble pour échanger avec les patientes. Un autre exemple, c'est que les fiches... tout ce que l'on crée comme support pédagogique, entre guillemets, d'information, on le fait ensemble et ça fait travailler ensemble le chirurgien, l'oncologue, mais aussi l'infirmière d'annonce en chimiothérapie ou en chirurgie, etc. C'est-à-dire que sur des projets communs, on met tous les interlocuteurs autour de la table et pas seulement autour de la table, mais après, dans le fait dont on pense et comment on réalise les choses. Merci Sabine. Et j'aimerais maintenant vous présenter Laure Poix-Sévéra, qui est chargée d'enseignement à la faculté de Créteil en médecine générale, chargée de cours à l'Université des patients et doctorante au CNAM. Donc, de formation enseignante et ingénieure pédagogique, Laure a été diagnostiquée tardivement d'une maladie chronique dégénérative qui la handicape à 80%. Pour elle, donc, contribuer à améliorer la relation patient-soignant, c'est ce qui l'a conduite à se former pour devenir patiente experte et à intervenir dans la formation des futurs professionnels de santé. Laure, je vous laisse partager votre écran si vous le souhaitez et on vous écoute. Bonjour et merci de m'avoir invitée.
Alors, j'ai été diagnostiquée d'une maladie neurodégénérative. Voilà. Mais j'ai plusieurs pathologies, mais là n'est pas la question. Mais ce qui explique aussi plutôt mon intégration justement au niveau de la formation des professionnels de santé, parce que pour avoir une vision plus méta et transversale en fait. Voilà. Donc, je vais vous présenter ce projet. Je... Voilà. Voilà, donc j'interviens à la fac de médecine de Créteil depuis 2018, où j'ai été recrutée comme patiente partenaire enseignante. En fait, donc ce projet au départ, qui est un projet de recherche-action, l'objectif pour Créteil, c'était de pouvoir intégrer des patients. Donc, ils ont recruté 3 patients pour pouvoir intégrer la perspective patient et dans la réflexion des étudiants. Je suis un petit peu gênée parce que de voir mon image, je ne sais pas comment, de me voir parler, je ne vois pas comment je peux. Vous pouvez épingler une autre Oui, vignette. parce que c'est un peu gênant en parlant de ce voir. Alors, attendez, je suis désolée. Voilà, ça va être plus simple quand même. Voilà, je ne suis pas en plein écran. Donc, ce projet, en fait, d'intégrer donc la perspective patient dans la réflexion des internes, donc des étudiants de médecine générale, c'était pour faire émerger des questionnements issus du point de vue des patients. Voilà. Et d'apporter un autre regard sur le soin et aussi de favoriser le développement de l'empathie, de la bienveillance et puis de permettre aux internes d'être un peu plus à l'écoute des patients, parce que ça, c'était un constat que faisaient les médecins enseignants. Alors, moi, ma motivation, en fait, pour venir, donc c'était pour intégrer ce projet, c'était de participer à un projet qui sert la collectivité. C'est-à-dire, moi, mon souhait, c'est d'améliorer la relation patient-soignant. Et je trouve que le moment de la formation des internes, c'est un moment propice à cela, puisque c'est un vecteur de transformation. Toute formation, tout apprentissage est un vecteur de transformation. Et c'est un moment où on peut justement, les personnes sont à l'écoute parce qu'elles sont justement en apprentissage et elles peuvent intégrer des notions nouvelles et on leur donne, c'est un temps privilégié pour cela aussi. Donc, d'intervenir au niveau de la formation, c'est pour moi vraiment un temps privilégié pour avoir moi-même été pendant 25 ans aussi chef de service pédagogique auprès de publics en difficulté, là par contre, et où donc pour moi, c'est un vecteur et de transformation et de réussite de la formation. Donc c'est une croyance et donc c'est pour ça que j'interviens plutôt, j'aurais pu intégrer d'autres parcours puisque j'étais patiente experte. Et aussi, je précise parce que tout à l'heure, Alexandre disait donc les 40 heures pour la formation des patients experts et aussi le DU, puisque moi j'ai fait le DU d'éducation thérapeutique du patient à l'Université des patients, Sorbonne Université. Voilà. Et donc, j'ai intégré ce parcours. Ce que j'ai apprécié au niveau de l'intégration, c'est que ce qu'on nous demandait dans la fiche de poste, puisque c'était très précis, il y avait des objectifs de compétences, de savoir expérientiel. Je ne vais pas revenir dessus puisque ça a été largement explicité auparavant. Il y avait des compétences qui étaient demandées au niveau pédagogique, donc notamment d'être formé au modèle pédagogique mis en œuvre dans le diplôme d'éducation spécialisée donc en médecine générale, et des compétences en éducation thérapeutique du patient, puisque on intervient, la première année, on est intervenu sur le module communication et le module d'éducation thérapeutique du patient. Puisque le souhait de Créteil, c'était d'intervenir, entre autres, sur, donc là, je reviens sur les référentiels de compétences du médecin généraliste, qui a été refondé en 2009 et qui est, j'allais dire,
qui est figuré par une marguerite des compétences, dont 6 compétences, dont celle justement de la relation, de la communication avec le patient et de l'approche centrée patient. Donc, on a été recruté pour justement aider à cette amélioration et à participer, à œuvrer, à contribuer au fait que les internes puissent se former à ce niveau-là. Les compétences pédagogiques, donc je vous en ai parlé, puis il y avait aussi les compétences relationnelles, donc l'empathie, l'écoute, la bienveillance, respecter la parole, favoriser la parole et l'élaboration de la parole des étudiants pour leur permettre justement de prendre du recul, d'intégrer la perspective patient dans leur réflexion. Qu'ils puissent se questionner, qu'ils puissent rester justement à l'écoute et lorsque j'interviens, surtout dans la première année, on travaillait sur les certitudes et sur le fait de rester ouvert justement aux nouveautés, à justement un nouveau regard sur le soin. Sachant qu'ils venaient donc du second cycle, où pendant le second cycle, ce sont surtout une accumulation de savoir, savoir-faire, de savoir tout simplement, parce que sur le second cycle, le but est d'accumuler ces savoirs, mais arrivé au troisième cycle, le but est de mobiliser ces savoirs en situation authentique, c'est-à-dire de faire en sorte de pouvoir mobiliser ces savoirs face aux patients dans des situations complexes. Au niveau de ce qu'il y avait donc après, au niveau des objectifs, j'ai trouvé une certaine congruence et cohérence entre le projet qu'on nous demandait, c'est-à-dire la fiche de poste, et la manière dont on a été accueillis, puisque c'est une mise en acte des mots, en fait, hein, et de ce qui nous était demandé. C'est-à-dire qu'on a été accueillis, il y a eu un travail en amont de fait pour nous accueillir, pour préparer notre présence sur ce cursus, à savoir qu'il y a eu une harmonisation des contenus sur les modules de communication et d'éducation thérapeutique des patients, puisque auparavant, chaque enseignant était libre du contenu dès lors qu'il respectait le cadre, enfin ce qui était demandé en termes d'objectifs à atteindre dans le module. Il y a eu, donc ça c'était avant notre arrivée pour nous permettre justement de pouvoir nous intégrer plus facilement. Il y a eu tout un travail de fait, de réflexion sur comment on allait être dénommé, donc patient, partenaire, enseignant. Le terme partenaire est en lien aussi avec le modèle de Montréal, mais également le terme partenaire a été choisi spécialement pour rendre lisible aussi la collaboration entre le médecin enseignant et le patient enseignant, et permettre d'ailleurs également le terme enseignant pour réduire la symétrie qu'il pourrait y avoir entre le médecin et le patient, et pour donner à la fois une certaine légitimité d'emblée auprès des étudiants et une crédibilité auprès d'eux. Donc, par ailleurs, donc, il y a eu le choix d'intervenir en binôme, là aussi, avec un objectif de mimer en quelque sorte l'alliance thérapeutique. C'est un petit clin d'œil, encore une fois, aux étudiants, pour rendre lisible l'alliance pédagogique. Alors, comment ça a été reçu par les étudiants? Il y a eu donc 2 études qualitatives qui ont été menées par des thèses de médecine et une étude quantitative pour mesurer la satisfaction des étudiants. Donc, les études qualitatives, c'était le vécu et le retour des étudiants, des enseignants à la fois médecins et les enseignants patients. Voilà. Ces études ont montré que au niveau qualitatif, donc les patients partenaires, on s'est sentis enseignants, on s'est sentis bien accueillis justement pour
tout ce que je disais tout à l'heure, à savoir cet accueil qui nous a été, comment vous intervenez? Des cas pratiques. Oui, je vais venir aux cas pratiques. Là, je vous donne les résultats de comment ça a été perçu par les acteurs. Je vais venir au cas pratique. Donc, les difficultés qui étaient présentes pour les patients partenaires enseignants, c'était d'arriver à comprendre le cursus, la progression pédagogique, les objectifs de formation au départ. Et ensuite, donc, ce qui a été apprécié par les étudiants, c'est l'avis des PPE, leur savoir expérientiel, le fait qu'en conséquence, ils se sentent plus à l'aise, plus d'aisance en consultation, ils comprennent mieux ce qu'on demande au travers de la décision médicale partagée, et il y a une meilleure compréhension aussi de l'approche centrée patient. Ils apprécient l'enseignement en binôme parce qu'ils estiment qu'il y a une complémentarité. Et ils aimeraient même que le PPE, ils le trouvent légitime pour participer à leur évaluation sommative, parce que pour le moment, on intervient surtout sur de l'évaluation formative. Et donc à partir de la 2e année, on a travaillé sur le module aussi approche globale, et en 3e année, on travaille maintenant sur le module prévention. Au niveau des expériences, donc ça se traduit surtout par des jeux de rôle en approche globale, donc sur une analyse de pratique, et en ETP sur des présentations de situations, problème avec recherche de stratégie pour arriver à travailler, à revoir avec le patient comment prendre en compte le patient à la fois pour lorsqu'il y a des diagnostics ou une maladie, donc c'est sur des maladies chroniques, comment gérer avec le patient son parcours de soins, mais aussi l'accompagner sur ce parcours, et non pas, comme on disait tout à l'heure, pour, mais avec. Voilà. Ensuite, si vous voulez des expériences plus concrètes, là où nous, on essaie aussi de les inciter à explorer, c'est l'environnement, par exemple, l'environnement du patient. Lorsqu'on annonce, par exemple, à une maman qui est seule avec ses enfants, un diagnostic par exemple, comme la mienne, une maladie neurodégénérative, et qu'elle est seule pour l'annoncer à ses enfants, c'est aussi de prévoir l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la personne à qui il faut annoncer le diagnostic, mais il y a aussi l'entourage et comment on le fait. Par rapport à la maladie chronique, sur l'observance, par exemple, comment considérer que une personne ne veut plus prendre son traitement alors que jusqu'ici elle était observante. C'est de rappeler que la maladie chronique, c'est aussi l'apprentissage de sa pathologie, et qu'il y a, comme dans tout apprentissage, des régressions, et que ça fait partie du chemin. Et ça ne veut pas dire que pour autant il faille considérer que c'est acté, que la personne ne sera plus observante, mais c'est simplement voilà, une partie du chemin. Il ne faut pas figer cela comme étant quelque chose qui va perdurer, mais comme étant une étape qu'il faut accompagner. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Et puis souvent, je prends l'exemple justement du petit enfant qui apprend à marcher. Et comme quand on est parent, on y croit quand même, hein, on se dit que oui, il va bien arriver à marcher un jour, donc il tombe plusieurs fois. Et c'est pas pour ça qu'on lui dit: «Non mais bon, c'est clair, tu marcheras plus, tu pourras pas marcher, donc écoute, c'est pas la peine d'essayer, moi je vois que là tu as échoué 3 fois, c'est fini, c'est pas la peine. Tu arrêtes d'essayer de marcher, c'est plus la peine». Donc là, c'est pareil, en fait, l'attitude vis-à-vis du malade chronique, c'est ça, c'est de se dire, voilà, ce sont des passages, il y a des passages à vide, mais ça a besoin d'accompagnement, c'est tout. Et voilà. Et aussi, c'est pareil, lorsqu'on délivre un diagnostic, comme je le disais tout à l'heure, il y avait quand on a été accueilli, l'accueil, c'est très important parce que parfois,
comme ils disent, oui, mais j'ai pas le temps, enfin, c'est trop long, le TP, etc. Mais en fait, on leur dit, c'est la qualité de l'écoute qui compte, c'est pas forcément le temps passé. Parce que lorsque vous annoncez un diagnostic à quelqu'un, si vous délivrez juste le message, il faut d'abord quand même créer la relation. Pour créer la relation de confiance, parce qu'on va généralement, c'est un couple qui dure, hein, souvent médecin-patient quand on a une maladie chronique. Et donc, ben, on va passer un petit moment ensemble. Et donc, on ne peut pas délivrer comme ça, même si c'est très important. Mais il y a la manière de faire. Et là, souvent, je prends l'exemple, mais bon, ça les a fait rire, mais du coup, ils ont retenu cet exemple. Je prenais l'exemple d'amoureux, quoi, quand on est amoureux et qu'on arrive au restaurant et qu'on y met les formes, on ne dit pas tout de suite, ben, on y va, puisque de toute façon, le résultat, ce qu'on veut, ben, c'est de rentrer chez soi, et voilà. Mais simplement, ben, on y met les formes parce que c'est comme ça. C'est pas juste, on doit annoncer la chose, ce ne sont pas juste des faits. Il y a de l'humain, et donc il faut accompagner ça. Et donc, ce sont enfin, un travail qui est très, très enrichissant, aussi bien pour eux que pour nous, parce qu'on a toujours à apprendre aussi. Et je pense qu'au bout de 3 ans, ce que je retiens aussi, c'est, je me dis qu'ils doivent se sentir maintenant à l'aise, même si ce n'est pas les mêmes cohortes et qu'on change d'étudiants. Mais bon, évidemment, notre présence est relayée en termes de, je pense, de communication entre eux sur comment on interagit avec eux, avec beaucoup de respect et aussi de bienveillance. Et donc, on a des jeunes qui se livrent sur des choses qu'ils vivent, parfois difficilement. Et donc, on travaille aussi sur, j'allais dire, que les émotions, parfois, il y a les émotions du patient qui sont difficiles à gérer, et il y a aussi ses propres émotions qui ne sont pas faciles non plus. Et ça se parle. Après, ça se gère aussi ailleurs, parce qu'on n'est pas non plus psychologue, hein, mais voilà. Mais par contre, il y a cette liberté de parole, enfin, cette parole qui est libérée à ce niveau-là. Je trouve que c'est un signe de relation de confiance qui s'est instaurée, et je trouve ça très, très important pour faire passer les messages. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près dans les temps qui étaient impartis pour communiquer. Et Oui, voilà, et je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions que vous auriez par ailleurs. Merci. oui, merci Laure. Et en effet, il y a des questions. Pour rebondir sur ce dont vous venez de parler, est-ce qu'il y a un espace pour que les internes partagent leurs angoisses dans vos formations? Quelles sont leurs angoisses? Et voilà, à ce sujet-là. Alors, comme je vous ai dit, effectivement, la parole, elle est assez libre. Et donc, à présent, je vois qu'ils peuvent aborder différents sujets qui peuvent les angoisser, mais c'est quand même toujours au travers des situations que l'on voit. Et non pas, comme je dis, on n'est pas psychologue, donc ça, c'est un travail qui se fera ailleurs, hein, dans les groupes Balint ou dans les... Voilà, c'est un travail qui se fera ailleurs. Mais par contre, avec nous, on peut travailler tout questionnement sur les réactions de patients, par exemple, sur même la violence de certains patients en termes de violence verbale. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut aussi arriver à décrypter cette violence. Qu'est-ce qui est induit? Qu'est-ce qui est... Voilà. C'est contextualiser, décontextualiser. Voilà, c'est de réfléchir à ça, c'est de prendre de la distance, essayer de revoir les situations sous un autre angle, en fait. Maintenant, oui, les angoisses, ils en parlent. Oui, d'ailleurs, on a créé, par contre, on crée des groupes par exemple, sur la téléconsultation. Là, c'est plutôt comment, puisque ça s'est développé avec le Covid. Donc, les problèmes éthiques liés à ça, et puis sur la vaccination, bien évidemment. Donc, on crée après ils ont fait aussi une demande sur la santé mentale. Donc, moi, j'ai mis en lien, par exemple, avec... parce que, comme j'ai dit, j'ai plusieurs pathologies et je suis aussi maman d'enfants autistes. Donc, j'ai mis en lien avec le GHU de Sainte-Anne pour avoir des outils, notamment Serious Game, qu'ils ont trouvé très intéressants,
à partager. Voilà, donc moi, le fait d'être patient me permet de naviguer dans les différents contextes et de pouvoir justement apporter des éléments en fonction de leurs demandes. Et, évidemment, auparavant, on en parle avec les collègues pour savoir si c'est approprié, si c'est… Voilà. Mais en tout cas, j'ai cette liberté, je trouve, de pouvoir aller dans différents comment dire, contextes d'intervention et d'apporter des réponses sur certains sujets. Alors, une autre question, une précision sur la formation dans laquelle vous intervenez. Est-ce que cette formation est obligatoire ou non? Et est-ce que vous avez connaissance d'autres facs qui proposent des formations basées sur l'expérience patient? Alors, disons que oui, tous les cours, là, ce sont des cours qu'ils suivent, hein, c'est dans leur cursus, donc sur le 3e cycle, hein, puisque c'est un DES, hein, le DES de médecine générale. Donc, tous les cours sont obligatoires, ce ne sont pas des cours optionnels. Voilà. Quand il y a de l'optionnel, on y travaille justement, notamment la télémédecine va devenir au départ un cours optionnel, mais qui va devenir par la suite quelque chose d'intégré. Donc voilà, on travaille sur certains sujets qui émergent, et puis ensuite, voilà, on travaille à ce qu'ils soient intégrés dans le cursus. Par ailleurs, je suis aussi au COPIL, c'est-à-dire au comité de pilotage du projet Recherche-Action, et il est question justement de créer un binôme avec un médecin enseignant-chercheur et avec moi pour justement travailler sur maintenant, la perspective, c'est de travailler sur les contenus, sur la poursuite justement des modalités pédagogiques. Et sur d'autres facs qui proposent ce type de Alors, formation? sur d'autres facultés, alors, il y a, oui, bien sûr, beaucoup, alors, je ne sais plus exactement combien, je crois qu'il y avait, au recensement, il y avait, en médecine générale, il y avait 14 facultés qui avaient des projets en cours, d'autres qui avaient des projets qui allaient se développer, et il y a des patients qui interviennent sur le second cycle, et qui interviennent avec un autre projet. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai détaillé un petit peu ce qui était souhaité à Créteil, parce que c'est le projet de Créteil. Il y a d'autres projets qui existent et qui font d'autres demandes et qui recrutent d'une autre manière les patients. C'est-à-dire, ça peut être plus sur de la démocratie en santé, par exemple, sur une appartenance aux associations et avec des personnes militant dans des associations. Donc voilà, les recrutements, voilà, notamment, voilà, comme dit Alexandre, voilà, Tours, Bobigny, Montpellier, etc. Oui, il y a plusieurs donc, facs de médecine, des IFSI, il y a en ergothérapie, chez les kinés, voilà. Donc il y a, voilà, c'est les patients, donc il y a aussi la loi Ma Santé 2020 qui assoit aussi finalement l'intégration des patients, puisque ça devient obligatoire d'intégrer les patients dans les cursus de formation de soignants, aussi bien sur le plan théorique que pratique. D'accord, super. Et merci Alexandre d'avoir complété dans le chat. Ce qui me fait faire une transition avec la question de Jean-Marc Devossel. Comment recruter des patients partenaires ou experts? Sont-ils fédérés en association, par exemple? Est-ce que l'un de vous trois peut répondre? Alors, enfin, moi, juste là, dans la continuité, il y a différentes formations qui existent. Là, en l'occurrence, bon, il s'avère que Sabine et moi, on a suivi un cursus via l'Université des patients, Patients Sorbonne. Et c'est d'ailleurs aussi, par exemple, une formation, le DU-ETP à la Sorbonne, à l'Université des patients, qui s'adresse à la fois aux patients et aux soignants. Ce qui est très, très riche d'ailleurs au niveau des interactions. Maintenant, je vais laisser les autres collègues en parler. Il y en a plusieurs, oui, les patients s'engagent, merci Sabine. Il y a plusieurs collectifs qui commencent à se structurer en France. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément des collectifs qui sont institutionnalisés ou administrativement organisés. Par exemple, notamment le Colocof,
où c'est des patients partenaires, des représentants des usagers, des professionnels de santé qui se retrouvent autour de ces idées, qui en expérimentent au quotidien et qui en font une communauté de pratique en fait. Mais après, il y a des collectifs formels comme Savoir Patient, comme l'Union francophone des patients partenaires, les patients s'engagent, etc. Donc, ça commence à émerger. Vous les trouvez, enfin, il y a plusieurs lieux, Twitter ou LinkedIn aussi, c'est un bon endroit pour les trouver, ils sont assez vocaux, donc c'est un des bons moyens. Ou sinon, à travers si vous regardez les différents diplômes universitaires, interuniversitaires, les masters, etc. sur le sujet, vous regardez la liste des participants et des intervenants, pardon, et vous allez souvent trouver plusieurs d'entre eux. Donc, c'est un autre moyen aussi. Mais il y a en fait, pour dire que à la fois, il y a une formalisation qui se fait et à la fois, il y a une forme de résistance ou comment dire, je trouve pas le mot adéquat, mais le fait de se retenir, de trop se formaliser non plus pour éviter de s'afficher comme s'il y avait une liste là, et puis tiens, je prends tel patient, alors lui, il a eu 3 cancers à tel endroit, puis en plus il est réflexif, et puis en plus il a fait de l'ETP, bon, je suis sur Amazon, je mets Add to Chart, et puis c'est bon, j'ai plus qu'à le commander, et puis il vient tout seul, et en plus c'est gratos. Donc, c'est aussi pour être dans une logique où c'est des relations qui se créent, qui émergent dans des contextes, sur des territoires, etc. Donc, vous pouvez en trouver et puis rentrer en interaction avec, mais il n'y a pas non plus un répertoire formalisé de cette manière. Tout à fait d'accord avec toi, Alexandre, et surtout sur le fait qu'on a parfois souffert d'être étiqueté. Donc, je pense que aussi la résistance à ça, c'est souvent parce qu'on nous a mis dans des cases, invalidité, etc., handicapé, comme tu disais, voilà, étiquette avec toutes les pathologies. Et en fait, on se refuse à... C'est pas ça notre identité, en fait. Voilà. On a des pathologies, mais on n'est pas notre pathologie, et c'est en ça où on résiste. Merci. Je partage maintenant la question de Mélanie Nolot à destination de Sabine Dutheil. Un accompagnement des conjoints de la famille est-il mis en place, par exemple, autour de l'annonce du diagnostic, du vécu de la maladie au quotidien, du soutien du proche? Est-ce prévu au sein de l'ISA? Oui, c'est arrivé, mais assez peu, je trouve. Je crois que sur les 400 à 500 patientes que j'ai accompagnées, j'ai eu des relations très privilégiées avec 3 ou 4 conjoints, parce qu'ils ne s'autorisent pas souvent à venir solliciter la patiente partenaire sous couvert que c'est la patiente qui compte, c'est ma femme qui compte, etc. Ce matin, j'ai croisé un conjoint qui attendait dans la salle d'attente avant la salle de chimiothérapie et il me disait non, mais c'est elle qui compte. Mais effectivement, si la demande... On a fait une table ronde des roses, par exemple, pour les conjoints, mais pas seulement les conjoints, les enfants, enfin les accompagnants. C'était très intéressant et ils ont envie que l'on refasse ça, mais c'est quand même très, très minoritaire, vraiment. On essaie de ne pas les oublier, particulièrement les enfants, les adolescents, enfin, tous ceux qui sont impactés. Dans le cadre du cancer du sein, il y a une littérature au-dessus de ça. On sait que ce n'est pas une personne qui est impactée, mais en moyenne 5-6. Donc, le conjoint, les frères, les sœurs, les parents, les enfants, etc. Mais je dois avouer que c'est très, très minoritaire. Mais en tout cas, quand il n'y avait pas la pandémie, je rencontrais le plus souvent les patientes accompagnées de leurs conjoints, de leur amoureux, dans la salle de chimiothérapie. Et là, se crée vraiment une vraie relation. Mais depuis mars 2020, les accompagnants ne sont pas autorisés en salle de chimiothérapie. Donc, j'ai moins l'occasion de les voir. Et par téléphone, c'est moins facile. Est-ce qu'il y a, Sabine, un accompagnement que vous avez gardé particulièrement en tête et pour quelles raisons? Bien sûr, bien sûr. Une fois, on était en réunion et le chirurgien a dit « Mais Sabine, j'ai l'impression que vous copinez. » Et ça m'a un peu choquée. Je me suis dit « Mais… » Et je lui ai répondu que c'était bien plus que ça. En fait, ce qui se joue, c'est une vulnérabilité partagée et surtout, une incertitude de l'avenir et la certitude de la finitude de la vie. Alors, je ne connais pas le public aujourd'hui et loin de moi l'idée de faire des conclusions hâtives, mais je crois que pour la plupart des personnes, la mort est un concept. Dans le cas de l'annonce d'un cancer, c'est une effraction du réel et ça devient du réel. Et je crois que c'est réellement ça que l'on partage.
Et au départ, on a idée qu'on partage la crème que j'ai utilisée il y a 6 ans parce que ça rend la peau sèche, mais c'est pas du tout ça. Cette crème, elle est sur tous les réseaux sociaux et sur tous les sites internet. Je crois que vraiment ce que l'on partage, c'est une nouvelle sensibilité au monde, aux autres, à la vie, probablement à la mort. Et il y a quelque chose de très, très intense. Et c'est pas des copines, c'est pas des amis, c'est bien au-delà de ça. C'est une intimité expérientielle très, très intense. Et je pourrais parler de plein de rencontres. Ce qui est étonnant, c'est que c'est le cancer qui préside à cette rencontre. Et quand même, ce sont des belles rencontres. C'est ce que j'appelle les dommages collatéraux positifs. Et je crois qu'après un certain temps, certaines le disent comme ça. Alors, on ne va pas jusque-là avec toutes les patientes, mais avec certaines, à la fin des traitements en présentiel, on s'interroge ensemble, mais pourquoi instantanément quelque chose s'est passé entre nous, de l'ordre de la compréhension, de la confiance, voilà. Et je crois que c'est vraiment autour de la finitude de la vie. Et je reprends vos mots aussi tout à l'heure, le partage d'un sentiment d'impuissance que je trouve très fort. Il y a une question pour Laure. Avez-vous en tête un témoignage d'étudiant ou un cours qui vous a marqué? Et puis, je pense que ça sera la dernière question qu'on prendra aujourd'hui. Ça va être difficile parce que je vis ça de manière très intense avec eux, dans le sens où j'essaie vraiment d'être là au moment où et d'être à l'écoute. Et donc, le seul parallèle que je peux vous faire, c'est je faisais avant des concerts quand j'étais plus en forme, pas mal de concerts de jazz. Et quand on sort de scène, il y a un certain enthousiasme. Et je retrouve cet enthousiasme quand je sors des cours avec les internes, parce que ce qu'on vit, c'est d'abord une rencontre, et c'est la valeur de cette rencontre et de ce qui s'y fait. Et j'allais dire un petit peu de manière, dans une certaine intimité, puisque évidemment ça reste au niveau de la formation, mais dans le sens où il y a des choses qui sont partagées, qui sont fortes, et des enseignements, et un retour de leur part qui nous montre que on doit, je pense, avoir l'attitude appropriée en termes d'écoute et d'échange, parce que le retour que l'on a, comme je vous disais, c'est déjà qui se permettent de nous dire leurs émotions, qui nous disent… je me rappelle un interne qui, sur une situation de jeu de rôle, il recevait une maman, une petite enfant, et il était un peu en panique parce que la pathologie qui était évoquée, il ne se rappelait plus trop les données biomédicales. Et en fait, en parlant tranquillement ensemble, la question ne se posait pas, puisque là, c'était vraiment sur une question de relation, de communication avec la maman, qui avait beaucoup de crainte et de peur. Et il fallait en fait désamorcer ça et de leur dire « soyez à l'écoute », parce que parfois, d'ailleurs, le patient vous dit tout, et prenez les informations qu'il vous donne d'abord, pour après construire, élaborer votre pensée et votre réflexion, parce que tout de suite se crisper et focaliser sur les données biomédicales, vous n'entendez pas certains éléments du patient. Donc, c'est ça. Et moi, je pars du principe que la meilleure façon, c'est de soi-même donner l'exemple. Donc, j'essaie le plus possible d'être à leur écoute pour leur apporter quelque chose. Merci Laure pour votre réponse. Je pense qu'on aimerait tous rester plus longtemps, mais il est 17 h, il est temps de conclure. Ce que je vais essayer de faire, alors je ne vais pas essayer de synthétiser tout ce qui a été dit, mais simplement de partager des notions qui m'ont parlé personnellement. Alexandre nous a rappelé donc que la prise en compte de l'expérience patient a été essentielle autant pour les patients que pour les soignants. Sabine nous a parlé de support d'identification. En fait, l'expérience qui a été vécue par un patient partenaire est au service de l'accompagnement avec cette notion de support d'identification. Et Laure qui a abordé la notion d'alliance pédagogique, que je trouve intéressante à mettre en parallèle avec la notion d'alliance thérapeutique. Donc, alliance pédagogique entre futurs professionnels et patients, et la notion aussi de décision médicale partagée. Les slides vous seront retransmises. Un replay sera en ligne sur la chaîne YouTube Santé BD dans les semaines à venir. Tout ça vous sera aussi envoyé par mail, vous qui vous êtes inscrits.
Un grand merci de la part de toute l'équipe Coactis Santé pour la participation votre participation, vous, partenaires, et celle des intervenants, bien sûr. Merci beaucoup pour votre temps. Et enfin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous à nos newsletters pour être au courant des actualités, des prochaines plénières et bien sûr des outils qui sont un peu le cœur de la mission de Coactis Santé. On va laisser la visio encore ouverte si vous voulez parler dans le chat et on va quand même couper les micros. Bonne soirée à tous. Bonne